Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder cette émission. Vous le savez, c'est le débat politique sur STV. Carte sur table. En 2 heures de temps, on va essayer de débattre l'unique thème au menu de ce soir. Vous le savez donc, depuis le 2 octobre dernier, le chef de l'État, Paul Biya, a décidé de réaménager le gouvernement. On a maintenu le premier ministre chef de gouvernement. Mais entre-temps, il y a eu 11 ministres qui sont arrivés, 12 partis, 10 femmes contre précédemment 9 et c'est donc le 35e gouvernement en 33 ans de règne. Au-delà des hommes, du choix et des différents changements, on va davantage interroger peut-être la pertinence et surtout l'impact de ce réaménagement du gouvernement sur la société, politique, économie, sportive et pourquoi pas sur les faits sociaux. Pour accompagner le débat, je l'ai dit, l'unique thème de ce soir, c'est gouvernement du 2 octobre. Comprendre le réaménagement. Alors, pour débattre de la seule question, au menu de ce soir, on a 4 personnalités. Déjà dans ce studio, Sambaka, il est le vice-président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Juste en face de vous, il y a Anissé Ekane du Manidem. Bonsoir, Anissé. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Hervé Emmanuel Nkom est déjà dans ce studio. Il est là pour le compte du RDPC. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, député Atombo. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et on attend encore Joshua aussi, qui nous a confirmé qu'il sera là d'un moment à l'autre, le premier vice-président du SDF, non moins député à l'Assemblée nationale. Juste derrière, on va donc, après la transition, rentrer dans le débat. Je vais de suite commencer par vous, Anissé Ekane, davantage vous interroger un peu sur l'opportunité de ce réaménagement-là. Est-ce que vous avez le sentiment que le président a saisi la bonne occasion, le bon timing, peut-être par rapport aux objectifs? Mais, il faut peut-être dire que pourquoi est-ce qu'on fait un remaniement? Ça peut être un rééquilibrage politique, ça peut être pour donner du souffle à une équipe gouvernementale, ça peut être pour la rendre plus efficiente en changeant les postes des ministres, en redécoupant l'organigramme. Quelle a été la motivation du chef de l'État? Je ne vois pas véritablement ses objectifs dans ces 3 schémas-là. Mais comme disait fameux Nongo, c'est Dieu, et les voies de Dieu sont impénétrables. Alors la meilleure personne qui puisse véritablement donner un sens à ce remaniement, c'est Dieu, c'est-à-dire le président Paul Biya, après fameux Ndogo, parce que de l'événement vendredi soir, 2 ou 3 jours après, les Camerounais sont revenus là où ils étaient, c'est-à-dire dans la misère, dans la pauvreté, dans le dénuement complet pour certaines régions, dans le problème de l'éducation, de la santé, etc. On n'a pas l'impression, on a même la certitude que ce remue-ménage qui a donné des nuits blanches à une 60aine de personnes va changer grand-chose dans la vie courante de nos compatriotes. Voilà. Sambaka, sur le timing. Ben, je dois dire que ça a été quand même une douche froide parce que depuis 4 ans, logiquement, un gouvernement était attendu, encore plus depuis 2 ans, puisque le chef de l'État lui-même l'avait dit. Il avait dit qu'il y avait des dysfonctionnements partout. Mais ça a pris du temps. Et moi, j'expliquais ce temps. En principe, il devait avoir un réajustement structurel. Parce que c'est suite à un réajustement structurel qu'on peut mettre en place un gouvernement de mission. Mais là, il n'en a pas été question. Il y a eu des gens qui sont partis pour des causes internes. Et c'est ça que nous regrettons le plus parce qu'en réalité, le pays est gouverné comme si tous les Camerounais étaient du RDPC. Donc, s'ils ont des problèmes entre eux et que les militants ne sont pas contents de certains, on les fait partie, on les remplace, mais en réalité, la base n'est pas fondée parce que si le président de la République a pris autant de temps, on s'attendait à quelque chose qui pouvait nous amener
vers la croissance tout au moins. Mais là, en dehors de quelques postes de souveraineté, on ne voit pas quel impact ça peut avoir sur la vie des Camerounais. Emmanuel Nkom, sur le timing. Écoutez, la loi fondamentale de notre pays donne ce pouvoir à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de remanier. Et je ne crois pas qu'il faille faire un référendum particulier pour faire un remaniement. Alors là, j'ai entendu les raisons, plusieurs sont pertinentes, les causes pour lesquelles on peut remanier un gouvernement de la part d'Anissé. J'ai entendu aussi le procès en sorcellerie, n'est-ce pas, que ça me met déjà en place, c'est-à-dire il sait déjà quel est le résultat de ce qui a été fait. Non, je crois qu'il faut revenir aux choses sérieuses. C'est un réaménagement ministériel qui était dû à plusieurs causes. D'abord parce que nous sommes dans une situation que nous connaissons tous, c'est-à-dire l'insécurité, voire la guerre dans notre septentrion, et puis l'insécurité à l'Est, il ne faut pas se cacher les yeux. Voir des gens entrer qui défilaient dans la rue, ça faisait un peu désordre, tout ça. Donc, on a sifflé la fin de la récréation. Voilà une des causes. Et il y avait une urgence de remettre un peu de l'ordre dans l'institution de la sécurité nationale. La deuxième cause aussi, nous savons qu'il y a eu de l'indiscipline et puis des problèmes de personnes dans certains aspects. Donc je pense que ce réaménagement avait pour objectif de remettre de l'ordre la discipline en attendant que nous continuons notre chemin vers les grands objectifs de la politique définie par le président de la République. Donc il ne faut pas en faire une histoire particulière. Je sais qu'au Cameroun, on voudrait tout ramener à des individus au lieu d'avoir une projection pour regarder un peu quel peut être l'impact. Et j'espère qu'on aura le temps de regarder. Et justement, c'est à cela que je vous invite, qu'on essaie un peu de comprendre déjà l'enjeu sur le plan politique. Nous sommes au moins pratiquement à 2 ans exactement hein, de la prochaine présidentielle. Non, mais sauf que le discours, vous voulez d'abord rebondir. Oui, le discours d'Hervé, c'est un discours de circonstance. Mais si vous nous ramenez 4 ans plus tôt, si vous regardez les commentaires que les gens faisaient, les responsables du RDPC, c'était exactement le même commentaire. Que bon, le président va remettre de l'ordre, il y a un peu d'indiscipline, il y a du désordre, etc. Donc maintenant, le gouvernement qu'il a mis en place va se remettre au travail. Mais ça fait 33 ans qu'on se remet sans arrêt. On se remet au travail. Quel est l'impact de ce réaménagement pour se remettre au travail, pour rebooster, etc. Aujourd'hui, on arrive à une situation similaire il y a 4 ans, similaire il y a 12 ans. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que ce régime ne peut pas réussir dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des concitoyens et de l'amélioration des conditions de vie, généralement dans notre pays. Il ne peut pas qu'il ne doit pas. Nous sommes pour que la situation du pays s'améliore. Donc pour vous, son incapacité structurelle? Elle est structurelle du fait que c'est un gouvernement néocolonial, c'est-à-dire qui a pour objectifs fondamentaux d'abord la satisfaction des intérêts exogènes, des multinationales de toutes sortes, spécialement françaises. Et tant que cette structure qui guide les objectifs, la démarche, les visions du régime de M. Paul Biya, il ne peut pas, malgré toute la bonne volonté, la compétence des hommes, il y en a au RDPC. Hervé lui-même, c'est quelqu'un de très compétent. Mais, merci pour moi. Non, mais il y a beaucoup de compétents. Mais ils sont dans une structure qui ne peut pas réussir. C'est ça le problème. Alors, moi, il va dire le discours d'Anissé des communistes. Voilà. Non, laissez-le. Pas du tout, Anissé. Rassure-toi, non, j'ai pas envie de te suivre. Tu dis qu'on dit la même chose depuis, et il se trouve effectivement que toi aussi, tu ne changes pas. Tu ne fais pas évoluer ton vocabulaire, parce que tu dis aussi la même chose depuis. Donc, si nous disons tous la même chose depuis, c'est que nous sommes ensemble. Non, pour être sérieux, je crois que là, Anissé est en train de faire plutôt de l'idéologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, rien n'est appréciable à ses yeux quand il s'agit
du président Paul Biya et du parti qui le soutient. Non, il faut être extrêmement sérieux. Les remaniements... Sérieux, c'est dire que Biya travaille correctement. Quand il parle, je l'écoute. Allez-y, allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce réaménagement a essentiellement pour objectif de mettre les gens au travail parce que nous sommes dans une situation de guerre et que dans cette situation de guerre, il n'y a pas de place pour la cacophonie ou la polyphonie. Deuxièmement, malgré le fait que le terrorisme nous impose cette situation qui absorbe une partie des ressources qui devaient être mises pour la croissance et pour le projet de développement du bien-être social, comme tu le dis, il faut quand même qu'en même temps qu'on fasse la guerre et qu'on travaille. Donc, je pense que ce réaménagement, c'est d'abord pour préparer, n'est-ce pas, les conditions optimales pour d'abord gagner cette guerre, parce que nous avons réduit les terroristes sur le plan militaire. Il faut maintenant la gagner sur le plan des services spéciaux et puis contre le terrorisme et les nouvelles menaces. Donc je crois que sorti de là, ça devient une querelle répétitive qui est inutile. C'est au peuple camerounais souverain, n'est-ce pas, de sanctionner si cette politique ne nous convient pas. Bonsoir, c'est pas aux amis de M. Anissé et de venir tous les matins nous dire la même chose. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Je reprends de suite avec cette question. À moins de 2 ans, ou sensiblement à 2 ans de la présidentielle de 2018, non, 3 ans sensiblement, 3 ans, ouais. Est-ce qu'un tel remaniement peut donner l'impression que Paul Biya commence à faire un repositionnement politique qui, effectivement, les conduira à l'échéance? Bon, je ne pense pas. Je pense que ce que les Camerounais attendaient de M. Biya, c'est de restructurer fondamentalement l'administration camerounaise. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes devant un constat d'échec et il a lui-même avoué l'échec de son propre gouvernement, de son administration. Et il a reconduit plus ou moins la même administration, donc ça veut dire qu'il fait partie de ces échecs. Et puis, comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Donc je pense que celui que les Camerounais veulent voir réaménager, c'est le président de la République et pas tout ce qui est en dessous. Nous savons très bien que l'inertie qui est devenue quasiment une marque déposée camerounaise aujourd'hui émane de la tête de l'État. Et je pense que malheureusement, on essaye souvent de commenter ce qui se passe au Cameroun comme si on était dans une démocratie. On oublie que ce qui a été lancé dans les années 90 n'a pas encore abouti. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une monarchie ou dans une monarchie de fait. Et donc, au fait, les gens s'intéressent à ce qui se passe dans la cour du roi. Mais au fait, pour résoudre les problèmes des Camerounais, il faut passer de ce système monarchique à une véritable démocratie. Et tant que ce n'est pas fait, on perd notre temps. J'en veux pour preuve, nous savons aujourd'hui que nous avons une administration, donc un gouvernement pléthorique. Nous avons un gouvernement qui est à peu près 4 fois la taille du gouvernement français, puisqu'on aime bien copier chez eux. Et ce gouvernement est incapable aujourd'hui de consommer le budget que lui-même il s'octroie, puisqu'ils ont une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Donc ils se donnent un budget et ils sont incapables de le consommer. Et vous avez cette administration incapable de consommer ce budget-là, qui se dit on a un problème de croissance, on a un problème, on a tous les problèmes du monde sauf un problème de gouvernance, parce que c'est ça le véritable problème. Et on se donne un budget bis, c'est-à-dire qu'on passe à un budget du ministère de l'économie et du plan de 400, je sais plus, 340 ou 430 milliards. C'est tellement grossier qu'aujourd'hui on est à 100 milliards près. Ensuite, on se dit non, ça suffit pas, il faut un plan d'urgence du président de la République. On met un autre budget de 925 milliards. Après, on s'est dit, en fait, on a dit qu'on allait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On s'octroie à nouveau 550 milliards. Après, on s'est dit, mais au fait, on a tout ça, mais on a oublié Boko Haram. On se donne quelques milliards pour un plan d'aménagement d'urgence du Nord. Donc, vous avez une administration qui n'arrive pas, d'un point de vue administratif, avant de penser aux problèmes financiers, d'un point de vue administratif, n'arrive pas à consommer le budget normal, qui se donne encore 4 budgets de côté. Donc on s'est dit, en fait,
on croyait que le président de la République allait avoir un sursaut d'orgueil et se dire « Ok, je reconnais ». Je vous ai dit, le vice-président Sambaka a parlé de 4 ans, je ne sais pas si c'était ça, quand il a dit que son administration était incapable. Et donc, les Camerounais disaient qu'il allait finalement mettre sur pied une équipe qui est capable de consommer son propre budget et qui est capable surtout d'aller au-delà du minimum. C'est-à-dire de consommer ce qui sont octroyés pour pouvoir, comme il le dit lui-même, amener les Camerounais vers l'émergence en 2035. Mais on prend les mêmes et on recommence et on pense que les résultats vont changer. Donc je pense que c'est un non-événement. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut au Cameroun, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas de reprendre les mêmes et de recommencer. Je ne sais pas, c'est le 34e ou je ne sais plus combien... 35e, merci, 35e gouvernement. Il n'y a aucun président dans une république qui se respecte qui a eu besoin de 35 gouvernements pour pouvoir gouverner. Ça n'existe pas. Vous allez aller sur Internet, vous essayez de chercher, vous n'allez pas trouver cela. Faudrait-il qu'il y en ait qui ait fait 33 ans pour... Voilà. Oui, pour continuer dans le sens du président Joshua, je dis notre discussion d'aujourd'hui est une discussion très sérieuse. Très sérieuse parce que nous ne sommes pas dans un pays qui a commencé par le gouvernement de Paul Biya. Des années d'indépendance, je crois que les premiers chefs d'État avaient défini le cap où ils voulaient aller. C'est ainsi que le Cameroun se retrouvait privilégié, n'est-ce pas, parce qu'il produisait 10 fois plus de cacao que la Côte d'Ivoire. Et le président de l'époque avait lancé la Révolution verte. Et quand il a lancé la Révolution verte, il a mis en place certains mécanismes, dont le comice agro-pastoral qui devait faire le tour du Cameroun, permettant ainsi aux gens d'aller dans l'agriculture. Évidemment, les lycées agricoles devaient suivre et autres. C'est ce qu'on appelle un objectif à atteindre. Parce que nous avons, remarquez-le, ici en Afrique, même pas au Botswana, je dois dire même le pays qui sort de guerre, comment on l'appelle encore, aujourd'hui, il a un fort taux de croissance, il est en train de se développer parce qu'il a choisi un cap. Le Rwanda. Voilà, le Rwanda a choisi un cap et il est en train de se développer parce qu'il a un objectif à atteindre. Et il a mesuré comment il allait l'atteindre. Les intelligences, ça existe partout et notamment en Afrique, sur le plan humain. Mais pourquoi au Cameroun? Nous avons des individualités, mais nous n'arrivons pas à travailler ensemble. Parce que ce que nous mettons sur le plat, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Donc, quand on a fini de définir là où on veut aller, maintenant on y met les moyens. C'est ça qu'on appelle un programme. Nous n'avons pas de programme. Nous faisons de la navigation à vue. Nous allons dans tous les sens. Où est-ce que le Cameroun excelle? Où est-ce que le Cameroun veut aller? C'est ainsi qu'on bâtit donc une politique, un programme, pour atteindre ses objectifs. Nous ne voyons pas cela. Comment pensez-vous qu'on va continuer à faire grossir des ministères, le gouvernement, plus de 60 ministères, tout simplement parce que ces gens bloquent la décentralisation. Ils ne veulent pas que le peuple puisse jouir des fruits de la croissance. Cette croissance, elle est où? Et on l'a évaluée. Maintenant, quand on évalue à mi-parcours, où est-ce qu'on est? Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Et même quand il y a de croissance, ce n'est pas une finalité. La finalité étant le développement. Nous n'avons même pas encore commencé à être là où il faut pour penser développement. C'est ça qui est dérisoire. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument que nous tombions d'accord que le Cameroun doit changer de trajectoire. Qui gouverne, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous voulons une vision. Nous voulons un programme. Nous voulons quelque chose qui nous amène vers la modernité. Même avec Paul Biya. Mais écoutez, moi, je pense qu'on va avoir une difficulté ce soir. Parce que là, vous avez pris 3 talentueux représentants de... J'étais sûr que la remarque, là, Hervé allait la faire. Hervé, allez-y. Vous avez occupé le pays depuis 33 ans. Hervé, allez-y. Vous avez pris 3 talentueux qui vont faire une juxtaposition, un chapelet d'opposition et de discours. C'est le même discours en version
originale, version photocopiée. J'aimerais juste te faire remarquer peut-être si une petite chose, si tu le permets. Oui, non, si mais je tu t'en le prie. permets. Allez-y, allez-y. Vous que pouvez peut-être- tous me couper, je connais la technique. Non, peut-être tu es seul sur le plateau aujourd'hui parce que tous les autres, vous et là, se sont rendus compte, Écoute, se sont rendus compte que placer sur des plateaux de télévision ne fait pas d'eux des ministres de demain. non, je ne suis pas. Non, je voulais répondre sur plusieurs choses. D'abord, je m'étonne que monsieur le vice-président de la Commission des finances de notre Assemblée nationale dresse ce tableau-là d'une façon aussi cavalière. Je suis... Parce que j'ai quand Il même y en a un face... seul budget qui est passé par mois. Hein. J'ai- Tous j'ai- les autres, je ne sais pas où ils J'ai sont en passés, face de moi, mais ils ont été annoncés. J'ai en face de moi le vice-président de la Commission des finances et un des enquêteurs permanents, parce que notre loi maintenant introduit rapporteur spécial, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de contrôle permanent Et sur rapporteur sur le général en budget. plus. Exact. Donc voilà. Donc il est co-responsable, n'est-ce pas, de l'architecture budgétaire qui nous est présentée, même s'il est dans l'opposition. C'est eux qui votent le budget. Il faut peut-être juste nuancer. Non, Tu vas pas juste- m'empêcher de non, parler, Non, non, Georges. je ne t'empêche pas de parler. Ah bon. Il faut juste que je te dise une chose. Ouais. C'est que sur les 5 budgets qui marchent en même temps au Cameroun aujourd'hui, il y a un seul qui passe par l'Assemblée. C'est le plus petit et c'est celui qu'on n'arrive pas à consommer. D'accord, donc acte. Mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais répondre à mon excellent frère et ami Sambaka pour lui dire que c'est le peuple qui a choisi le programme qui doit être mis en exécution pour la réalisation de son bien-être social. Il ne faut pas qu'à l'occasion de chaque débat télévisé, on recommence la campagne électorale comme si elle n'avait pas lieu. Et le C'est peuple quand même, peut faire cette s'il vous plaît, monsieur le député, Allez-y, ils sont déjà 3, si je dois mettre un 4e. Non, j'essaie mais juste de j'ai un mieux logiciel, orienter. j'ai un logiciel pour cela et je suis vacciné. C'est le peuple qui choisit à quel moment il fait une sélection dans les offres politiques de ce qui lui convient pour la marche vers son développement. Et quand on est démocrate, on accepte les conséquences d'un choix du peuple parce que le peuple est souverain. Quand j'ai fini de le dire, c'est pas pour dire que tout va bien. Parce que dans la différente présentation, même si bon, il y a parfois une présentation, la mauvaise foi est la valeur entre guillemets la mieux partagée chez les hommes politiques, mais il y a quand même quelque chose sur laquelle nous pouvons être d'accord, mes compatriotes et moi, Jos et moi, c'est qu'il y a un vrai débat sur la productivité de notre administration. Il y a un vrai débat que nous devons poser sur la table et personne n'a intérêt à occulter ce débat. Et quand j'ai fini de le dire, je reviens quand même sur des arguments polémiques parce qu'il faut quand même qu'on parle de ce remaniement, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas peur d'aller à la télévision si ce n'est pas la voie pour entrer au gouvernement. Je suis vacciné, tu sais très bien. C'est pour cela que tu es là. Tu sais très bien que moi, je défends mes opinions, mais je ne suis pas là pour faire une carrière. Non, ce que je voulais dire, quand on dit par exemple que le gouvernement est pléthorique, c'est un mauvais argument. C'est un mauvais argument parce que je peux prendre des exemples, y compris celui de la France qui est gouverné par les amis de Joshua, parce qu'il est quand même un des éminents membres de l'International socialiste. Ce n'est pas pour le lui reprocher. Vous avez l'architecture gouvernementale avec des ministères, avec des appellations plus ou moins contrôlées, qui varient entre la quinzaine et la 20 quelque chose. Mais à côté, vous avez des agences qui sont des quasi-ministères. Aux États-Unis, on a sorti de la structure gouvernementale des administrations dont les responsables ont rang de ministres et puis ils passent par le Sénat pour être approuvés. J'en prends un exemple, la CIA, le FBI, l'agence des douanes et tout. Bon, au Cameroun, on a fait ce qu'on avait... Donc, l'équivalent de la DGRE, la CIA, c'est ça, c'est le contre-espionnage. S'il te plaît, ne me prête pas ton vocabulaire. Nous avons un véritable problème. Ce n'est pas le nombre de ministres qui pose problème au Cameroun. C'est la productivité de l'administration. Mais c'est aussi à cause du nombre, parce qu'ils se marchent dessus. Oui. Et il arrive, c'est quand il y a la cacophonie ou la polyphonie que bon, nous nous rendons compte que tout ça n'est pas bien. Mais je veux dire, le vrai débat ne se trouve pas dans le nombre de ministres. Le vrai débat, c'est dans la productivité de l'administration. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont prendre pour alibi ce qui nous arrive dans le septentrion ou sur notre frontière à l'Est avec la Centrafrique, pour dire que ça justifie l'immobilisme. Mais je veux finir par répondre à ça pour dire qu'en économie, il n'y a pas de croissance zéro. Hein. Ou vous êtes en récession, ou vous avez la croissance. Et la croissance, quand vous partez de néant, elle est toujours très forte. Parce que quand vous avez un pays, c'est un peu la loi de la physique. Quand vous avez touché le fond, vous pouvez remonter. Donc, quand vous avez
un pays qui sort de la guerre et qui a complètement démoli ses infrastructures et tout, quand il a un peu de moyens pour sa reconstruction, il a un taux de croissance très élevé. Mais cela n'explique pas. Au Cameroun, on pourrait aller un peu plus si on procédait à la simplification administrative, on rendait l'administration plus productive parce qu'en dehors des fonctions régaliennes, je sais, et c'est là que moi je suis libéral social, lui le social-démocrate, mais moi je pense que l'État, en dehors des fonctions régaliennes, est un prestataire de services comme tout autre Justement, je veux rester avec et vous, qui doit justifier les tarifs de ces services. En une question, avez-vous le sentiment que le réaménagement qui a été fait, peut donc le repositionnement des ministres, les nouveaux entrants et tout ça, peut permettre davantage de productivité? Est-ce que le repositionnement de Paul Biya va faire que le Camerounais d'en bas puisse ressentir effectivement l'impact économique des décisions politiques? Je suis étonné qu'un brillant médiateur que tu es me pose cette question. Ça, c'est la question démagogique que posent souvent les hommes politiques parce que c'est trop facile. Nous sommes dans un pays où vous faites semblant de ne pas vivre dans le même pays. Nous sommes dans un pays en guerre. Nous sommes dans un pays qui a des problèmes actuellement dans sa sécurité. Mais cela n'explique pas tout. Mais l'objectif premier de ce gouvernement, c'est d'abord la discipline, la solidarité, faire front, parce que unis, nous serons invincibles. Divisés, nous pouvons être vulnérables. Le premier objectif, donc, c'est de mettre les gens au travail, n'est-ce pas, et de faire en sorte qu'on n'arrête pas de travailler, même si nous devons faire la guerre qui nous a imposée. La deuxième chose que nous devons faire, monsieur, l'objectif de ce gouvernement, ce n'est pas de faire 100% je ne sais pas, 15% de croissance, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récession pendant que nous faisons face à la guerre. Il faut dire la vérité. Alors quand on vient dans un plateau, on fait comme à Douala, on mange du caviar et tout. On oublie qu'il y a Elie Ladé qui est mort parce qu'il est allé jusqu'au bout de son sacrifice. On oublie qu'il y a des morts sur la frontière centrafricaine. On oublie. Mais le président de la République, il a une responsabilité globale. Il ne gère pas le ministère de la parole de Anissé Kalem, ministre d'État en charge de la parole. Le président agit sur le cours des choses. Anissé, je suis désolé. Selon vous, est-ce que le remaniement du 2 octobre est la réponse au discours du 31 décembre 2013? Le président semblait bien fâché. Tu tournes sur la même chose. Non, mais je veux dire que plus démagogique que ce que Hervé a dit, moi, je ne peux pas. En quoi c'est démagogique, Anissé? Forcément que... En quoi? Ne pas avoir ton opinion est démagogique. Laisse-moi... Non, tu m'empêches de parler souvent, je dois t'interroger. Allez-y, Anissé. Ça fait 50 ans que nous nous connaissons. Alors, tu penses ne pas avoir ton opinion, c'est être stupide. Anissé. Non, tu parles de démagogie. Que nous sommes des démagogues. Alors je dis plus discours démagogique que ce que tu viens de dire, il n'y en a pas. Pourquoi? Il n'y a pas la guerre. C'est le tour. On n'est pas en guerre depuis 33 ans. C'est ça le problème. Pas d'aujourd'hui. Ah d'accord, oui. Mais l'échec n'est pas d'aujourd'hui. Tu es un exhumeur. Tu vas ressusciter tous les morts. Ce que je veux dire, la question en réalité, je vais répondre à votre question, c'est mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est la question fondamentale. C'est toi qui dis que ça ne marche pas. Ah bon, mais les Camerounais, dans leur chaumière... Ils ont voté Paul Biya. Tout à fait. Non, mais... Tu es coincé, mais c'est la vérité. Pas du tout. Anissé à la parole. Je veux dire que, pourquoi ça ne marche pas? Première question. Deuxième chose, Hervé l'a relevé tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire qu'on est dans une situation de guerre. Il y a un front uni, sacré, du peuple sur ce problème de la défense de notre territoire. Et la cacophonie est au niveau de l'exécutif. C'est quand même extraordinaire que les Camerounais, eux, sont unis. Ils forment un front par rapport au problème de la défense de notre territoire. Et la cacophonie vient du côté où, justement, on devait montrer l'exemple par le front. Ça pose un problème sérieux. Non, on est d'accord. D'accord. On est d'accord, on devait tolérer aucun désordre dans le moment que nous traversons. On est d'accord. Tout à fait. Je te le concède. Alors, si l'exécutif est capable, dans une situation aussi grave, d'afficher la polyphonie, comme tu le dis toi-même, ça veut dire qu'il y a quand même un problème sérieux, très sérieux, qui est structurel. Parce que la conjoncture elle-même aurait dû faire en sorte que, malgré leurs problèmes permanents, que face à la défense du territoire, qu'au moins, pendant ces périodes, qu'on ait l'impression qu'on a un exécutif qui travaille sérieusement. Troisième chose,
Tu entends par exécutif quoi, le gouvernement? Eh bien, laissez Anissé Non, je pose développer. la question pour la compréhension. Vous pourrez revenir sur les questions après. Tu entends par exécutif quoi, le ministère de la Culture, c'est ça? Allez-y, Non, mais vas-y, Anissé. toi. Mais c'est toi-même qui viens de dire qu'il y a la polyphonie. Parfois. Oui. Poly. Oui, Je n'ai- ça a donné l'impression. D'accord, ok. Troisième chose, pour répondre à votre question, député. Mais cette question, elle est permanente chaque fois que Biya remanie. Elle est permanente. Est-ce que maintenant, on a fait plusieurs gouvernements, 35, c'est-à-dire plus d'un gouvernement par an? Ça, déjà, ça Et alors, non, on peut en parler d'ailleurs. non. Allez-y. Bon, d'accord. Je dis au moins, il y en a plus d'un par an. Cela veut dire à chaque moment, on est obligé de rafistoler, de raccommoder, etc. pour au moins donner un semblant d'uniformité et de discipline dans le travail. C'est ça qu'on dit qu'on est dans une impasse structurelle. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le régime est dans une impasse structurelle par rapport à son fonctionnement, C'est pas vrai, par rapport mais à sa vision. S'il y a autant de polyphonie, ça veut dire que déjà, au sein de ce gouvernement, les visions sont différentes. Pourquoi elles sont différentes? Parce que ce qui compte pour ces messieurs et dames, ce n'est pas l'intérêt général qui compte. Sinon, il y aurait une uniformité dans la vision, il n'y aurait pas de... Non, mais attends, un gouvernement, ce n'est pas un cimetière. Ce sont des hommes et des femmes. Tout Tu à as fait. été candidat à la présidence de la République et je suis sûr que même tes supporters n'ont pas un point de vue identique au tien. Donc, un gouvernement, J'ai pas de simplement, il y a un vie. niveau de... Eh bien, finalement, si le débat est de ce côté-là. vous êtes trois. finalement, à la fin, vous aurez plus de temps de parole que tout le monde. Ah, Voilà, je mais l'espère. on a l'habitude avec le RDPC, c'est fait. laissez Anissé développer. Oui, alors, et je finis. Les Lorsque autres- nous étions étudiants, ils me séquestraient pour que je parle. On se connaît. chuter également. Je dis donc, voilà. Allez-y jusqu'au bout. Moi, ce qui importe dans ce débat-là, c'est qu'on puisse arriver à faire comprendre aux téléspectateurs que, malgré toute la bonne volonté que les individus, même dans le camp de Hervé, peuvent avoir, certains individus, ils sont dans une situation très embêtante par rapport à l'intérêt général. Je finis donc Allez-y. en disant que bon, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut mettre fin à la polyphonie. On change à peu près 11 postes. Cela suppose que le reste des postes Ça va bien. va bien. Cela voudrait donc dire que si bien cohérent, on ne va pas s'attendre dans moins d'un an à un autre remaniement. Sinon, c'est complètement illogique. Sambaka. Mais je comprends je suis ton persuadé. Non, si on a changé ceux qui sont responsables de la polyphonie, cela veut dire que normalement on peut aller tranquillement vers. Il faut le souhaiter pour l'intérêt du Cameroun. Nous le souhaitons. Mais j'espère. nous sommes en train de démontrer que, en réalité, c'est un replâtrage, comme s'il faut soigner Alors, une plaie sans- cancéreuse, pas du microchrome. L'une des questions qui revenait assez souvent juste avant vendredi dernier, c'était cette cohésion qu'on n'observait pas toujours. On a tout ce temps-là décrit un certain nombre de manquements des ministres, soit vis-à-vis de leur Premier ministre, soit vis-à-vis de leurs camarades du gouvernement. Est-ce que tout au moins avec la décision de vendredi, le décret de vendredi, on peut avoir l'impression que le Premier ministre, tout au moins lui, reprend le contrôle du gouvernement? Non, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu Mais en sais? peut-être ça ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Pour une simple raison. Sur proposition du Premier ministre, il y a eu réajustement. Vous avez entendu un seul de ces nouveaux ministres remercier le Premier ministre? Pourquoi il devrait le remercier? Mais parce que c'est sur sa proposition, d'après les textes. Ça c'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. C'est dans les détails qu'on ça. échoue. Parce que, voyez-vous, vous dites qu'il va avoir de l'autorité. Il va avoir de l'autorité. Le décret nous a dit, sur proposition du Premier ministre. Alors, si c'est sur proposition du Premier ministre, moi j'ai entendu tous les ministres en train de parler du chef de l'État. Ils ne parlaient pas, donc ils ont royalement ignoré celui qui les a proposés. Et vous me demandez si cette fois-ci, le Premier ministre aura des coups de franche. Non, ceux qui vont se rebeller, dans un an, on va les mettre dehors. Maintenant, qu'est-ce que ça va rapporter aux populations? Les populations ont voté pour le Biya. C'est très bien. Mais ça, seulement tu les le contestes populations, pas, je l'espère. tu le contestes pas. ils ont le droit de se tromper. Ah, ben très bien. Parce que tu moi, insultes la majorité. non, parce que moi, camerounaise non, parce c'est pas un que problème de il y a que majorité, toi pour là, la vérité. mais parce que tu n'as pas intégré qu'il peut avoir alternance. Oh, je C'est t'en pour cette prie, raison ça, que tu je le t'en dis, parce prie. que si tu as intégré qu'il y a alternance, on serait au travail, Qu'est-ce que vous les appelez Camerounais alternance? seraient en train de ressentir qu'ils ont un gouvernement qui fait quelque chose pour eux. Mais dans le cas d'espèce,
Moi, je pense qu'il est clair aujourd'hui que ce dysfonctionnement ne peut pas se résoudre. Ça fait 34 gouvernements qu'on a réajustés, 35. Et je pense que si la solution était de réajuster, les Camerounais se porteraient très bien depuis longtemps, étant entendu que c'est le même régime qui est resté pendant toutes ces années. Donc, ils n'ont même pas eu à aller à l'opposition avant de revenir. Mais ils ont pu quand même, devant leur assiette insuffisante de cadres, faire partir des gens et les faire revenir. Quel gâchis! Combien de gens sont Je suis aussi. On peut observer quand même qu'il y a un certain nombre de ministères, tout au moins dans le secteur économique, Minepad, Minetransport, bref, l'essentiel de l'architecture. Et même au ministère des Finances, il y a un ministre délégué qui a été installé tout à l'heure d'ailleurs par son ministre. Est-ce que la décision de vendredi est davantage pour faire comprendre que les objectifs du DSE n'étaient plus forcément sur le droit chemin? Le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui vise l'émergence en 2035. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on n'était pas forcément sur le droit chemin et là, définitivement, on remet le gouvernement sur les rails? Écoutez, moi j'ai un peu de difficulté avec tous ces débats parce que je rejoins un peu Sambaka. Dans le quotidien de Camerounais, il n'y a rien qui change. En fait, le quotidien devient tous les jours un peu plus difficile. Et tout à l'heure, on a parlé d'état de guerre qui justifierait les réaménagements, les chaises musicales qu'on a vues l'autre jour. Je suis désolé, mais officiellement, le Cameroun n'est pas en guerre. Les dispositions constitutionnelles qui permettent au président de la République de réaménager son gouvernement n'ont pas été utilisées pour amener le Cameroun en état de guerre. Pour l'instant, tout du moins, tant que je suis concerné, il n'y a jamais eu un budget de guerre, il n'y a jamais eu un effort de guerre officiel du point de vue de l'État du Cameroun. Jamais. Nous avons un budget de fonctionnement normal de l'armée camerounaise. Il n'y a rien eu d'extraordinaire depuis ça. Le président de la République a déclaré sur le perron d'une présidence étrangère... C'est ton ami. C'est ton ami. Encore heureux, voilà. Que nous étions en guerre. Nous avons cru qu'il allait prendre l'avion, rentrer tout de suite et convoquer le Parlement au Congrès pour faire respecter les dispositions de la Constitution camerounaise et déclarer l'état de siège pour qu'on puisse aujourd'hui commencer à parler du même langage qu'Hervé, c'est-à-dire qu'il faut un effort supplémentaire, qu'il faut un budget spécial, etc. Tout cela ne s'est pas passé. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser des gens qui sont en dessous, notamment des ministres. Ils sont des exécutants. Un ministre fait partie d'un exécutif dans le régime camerounais qui est hyper présidentialiste. La responsabilité de l'exécutif incombe au président de la République. Il n'y a pas de mauvais ministre, il ne peut qu'avoir de mauvais présidents. Puisque ces ministres ne sont pas présentés à l'Assemblée nationale. Dans une république où, comme au Nigeria, c'est bloqué depuis l'élection de Buhari. Il doit présenter son gouvernement. Il a de la peine à trouver un gouvernement qui sera, parce qu'il n'a pas la majorité absolue entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il navigue à vue pour essayer de trouver les hommes qui vont passer cette étape de la sanction parlementaire. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Le président de la République peut nommer son boy ministre des Finances et on ira avec. On sera obligé. Donc, c'est lui qui porte la responsabilité de son gouvernement, personne d'autre. Je suis désolé. On ne doit pas déplacer le débat. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes dans l'extrême nord, c'est bien parce que l'exécutif nous y a amenés. C'est vrai, on a été attaqué de toutes parts. Mais il ne faut pas oublier que quand ces gens sont arrivés au Cameroun, ils ont d'abord pris des Européens. Et on était très malins. Il n'y a pas eu une seule perte de vie. On a su négocier avec eux, on a su trouver les moyens pour encadrer ces terroristes-là, pour récupérer ces Français et les remettre à leur famille. Pourquoi on est incapable de faire la même chose avec les pauvres Camerounais qui vivent dans la région? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la même efficacité
quand il faut protéger les vies des Camerounais qu'on a eues quand il fallait protéger les vies des Français ou des Italiens ou j'en sais. Et c'est ça le problème. Monsieur le Président de la République qui a fait son réaménagement, il fait croire aujourd'hui que le problème était au niveau des ministères. Mais excusez-moi, quand il y a un problème pareil, quand les Camerounais meurent tous les jours, vous pensez que le Président de la République a le droit, ne serait-ce que la légitimité, d'aller passer des vacances en Europe, de se dorer à la plage pendant qu'un inspecteur de police donne de sa vie pour protéger les autres Camerounais? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faut revenir sur les faits. Le problème du Cameroun par rapport, et je réponds à Hervé, le problème du Cameroun par rapport à cette guerre, c'est qu'on a un président de la République irresponsable. Non, je peux pas et il ne faut pas qu'on essaye de faire porter le chapeau à des ministres. Il n'exécute que ses ordres. Et je dirais, ça ne me dérange pas que le président de la République change de gouvernement toutes les 3 heures. Moi, je dis, le Cameroun n'avance pas. Les Camerounais souffrent. Nous avons une guerre inutile qui tue beaucoup trop de Camerounais et il faut que ça cesse. Et ce n'est pas avec ce réaménagement que ça va s'arrêter. Ce n'est pas avec ce réaménagement qu'on n'aura plus les problèmes que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Ce n'est pas avec ce réaménagement qu'on va créer de l'emploi, qu'on va réduire le chômage, qu'on aura subitement de l'eau et de l'électricité, etc. Il faut qu'il y ait une véritable volonté politique à Yaoundé et dans un système ultra-présidentialiste comme le nôtre, le problème, c'est la tête. Et chez nous, on dit le poisson pourrit par la tête. Tout le reste, ce n'est que des détails. Merci. Vous allez développer, mais je vais résumer une question de Samba Kaye, notamment l'honorable Joshua. En quoi est-ce que ce gouvernement change dans le quotidien? En termes de, éventuellement, je vais dire des bêtises, baisse du prix du carburant, baisse des produits sur le marché, l'éducation, l'école n'est pas forcément gratuite, quoi d'autre, l'eau, l'électricité, qu'on n'en a pas toujours en abondance, mais pourtant on paye les factures. Concrètement, oui, Erwin Kong. Il faudrait peut-être que je fasse un petit rappel principe constitutionnel pour nous tous, et on les connaît tous. D'abord, on gouverne un État avec une loi fondamentale qu'on appelle la constitution de cet État. Tout à fait. Venir dans un débat pour prendre, je ne sais pas, un tonneau sans fond, pour mettre toutes les doléances, en dénaturant la vérité, n'est pas responsable. Notre Constitution ne prévoit pas que la désignation des ministres, moi je le souhaiterais aussi, mais on n'en est pas encore là, que les ministres passent par exemple à l'audition. S'il te plaît. J'ai jamais dit ça. Je dis pas que, mais j'ai dit le fait permets-moi que je j'ai dit que le fait comparé au Nigeria. J'ai dit que le fait et que tu m'as mal compris. S'il te plaît, il faut quand même dire des choses qui tiennent la route. Mais laissez-moi j'ai dit que le fait que la nomination d'un ministre n'est pas la responsabilité du Parlement veut dire que c'est la responsabilité... ça veut dire que c'est la responsabilité unique de l'exécutif. Donc, si un ministre bosse mal, c'est celui qui l'a nommé qui est le problème et non le ministre. Très bien. C'est là que je réponds en disant ceci. Tu te trompes de république. On n'est pas dans une république parlementaire. J'ai jamais dit cela. Voilà. S'il te plaît, mais laissez-moi parler. Allez-y, Hervé. J'ai jamais dit cela. Non, vous avez la parole. Vous avez juste la position de discours et quand je dois répondre, on m'empêche de parler. Tu n'es pas en train de répondre, tu n'as pas compris. Allez-y. Ne sois pas désobligeant, s'il te plaît. Je suis en train de dire, honorable Joshua aussi, nous n'avons pas lancé une invitation au Boko Haram pour venir au Cameroun. Mais si vous leur avez donné plein de millions d'euros... Tu peux remettre que je parle. Mais attends. Et ça n'avait pas l'air de t'ennuyer puisque tu disais que personne n'est mort chez les étrangers qu'on prenait et que c'était bien comme ça. Il fallait aller les payer pour qu'ils continuent pas. Non, nous n'avons pas lancé... S'il te plaît, nous n'avons pas lancé une invitation à ces messieurs pour venir ici. Nous n'avons pas suscité les événements qui ont lieu en Centrafrique. Ces événements nous sont imposés. Première chose. Deuxième chose, c'est dans la guerre classique, dans les manières classiques de guerre, c'est dans la guerre classique qu'on ne possède pas la déclaration solennelle
devant le Congrès, devant l'Assemblée, pour déclarer la guerre à un autre État. Dans le cas d'une guerre asymétrique, vous ne savez pas qui est en face de vous. Vous allez devant l'Assemblée, vous prenez le discours pour dire, voilà, je combats monsieur X qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de république, qui n'a aucune existence internationale. Ce n'est pas sérieux, honorable. Deuxième chose, mais pendant ce temps, on a continué à faire des choses. Le barrage, l'homme pancart, a subi sa première phase de mise en eau, a eu lieu. Nous avons un port en eau profonde qui va être opérationnel, qui est presque déjà à Kribi. La vie ne s'est pas arrêtée, mais la vie n'est pas partie dans le même rythme que nous l'aurions souhaité s'il n'y avait pas ces événements. Nous ne disons pas que ces événements justifient toutes les formes d'inertie, Joshua. Mais nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons faire face à cela. Je réponds aussi à autre chose. Mon cher Sambaka, quand les élections ont eu lieu, un démocrate respecte le résultat des élections. Je comprends que vous ayez des fourmis maniantes même, parce que vous êtes pressé d'arriver au gouvernement. Mais patience, s'il vous plaît, sauf à vouloir faire un coup d'État, et on ne vous laissera pas faire. Respectez le suffrage universel. Les élections ont donné pour résultat le choix du projet de Paul Biya, soutenu par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ce projet qu'on a intitulé le projet des grandes réalisations, c'est ça le choix du peuple camerounais. Venir ici faire le bolobo et tout ça, ça c'est le bensiking, parce que ça n'impacte pas sur la réalité démocratique dans une république. Alors, lorsqu'on a ce choix, nous ne sommes pas arrogants pour dire que ça y est, on a la vérité définitive et que personne n'a rien à dire. Nous devons nous investir ensemble pour essayer de faire évoluer les choses. Et moi, je vous dis, je ne fais pas partie de ces militants qui disent qu'on est au paradis. Vous me connaissez. Je fais partie de ceux qui disent qu'on peut aller plus vite. Et qu'on peut dire, mais je n'aime pas la critique gratuite qui dit, allez, on rase tout et tout le monde va au paradis. Ça, c'est de la démagogie. Avant de reprendre Sam, et je voudrais quand même vous répondre à ma question sur la vie chère. Ben, je peux vous répondre. Député Tongo, vous savez, j'ai le privilège, par mon âge et par le fait que j'ai vécu dans pas mal de pays, vous n'allez pas nous faire croire que le Cameroun a le monopole de la vie chère. Nous vivons une situation internationale qui, à elle seule, ne suffit pas parce que nous devons faire un effort aussi. J'espère qu'on aura le temps, par exemple, sur des questions telles que la dette publique, l'endettement. Il faut qu'on fasse attention parce que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Mais ce que vous posez comme question là, excusez-moi, c'est basique avec tout le respect que je vous dois, monsieur le député Tongo. Vous posez les questions du quotidien. Et justement, le quotidien, et vous posez cette question du quotidien avec une naïveté qui m'étonne de votre part. Hervé, le quotidien, c'est l'enjeu. Ce n'est pas une politique de procéder à l'augmentation des prix. Le Camerounais qui nous regarde ne veut plus être bensekineur, il ne veut plus être colbosseur, il ne veut plus être... Vous croyez que moi, je souhaite une société où les jeunes vont sortir avec des engins qui les exposent? D'où la question. Vous croyez que je suis pour une société où les cargos transportent les enfants? Est-ce que le réaménagement de vendredi nous permettra donc de faire... Le réaménagement de vendredi n'avait pas pour objectif d'amener les Camerounais au paradis. Okay. C'est de donner plus de cohésion à un gouvernement, à un État, pour faire face à la situation que nous vivons. Claire? Il faut quand même pouvoir répondre à ce qu'il a posé comme question. Voilà. Oui, alors Hervé nous ramène à un problème constitutionnel lorsqu'on pose le problème de la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est la Constitution qui nous permet de les gérer. Sauf si tu es anarchiste. Non, si tu n'as pas changé. C'est pas Constitution. Dans un pays démocratique, Hervé, même après les élections, justement après les élections, on doit contrôler ce que fait. Tout ça, on doit dialoguer, je suis d'accord. On doit contrôler ce que fait le pouvoir élu. Plus grave, on doit même être en mesure de dire que, en réalité, il a il a trompé les gens et que vraiment, on doit rapidement aller vers la fin de ce parcours. Mais attends les élections. Non, mais parce que tu nous empêches même. Tu ne donnes pas le droit de dire que... Qui l'a dit, Anissé? Tu as été candidat vous parliez tout à l'heure. Tu as été candidat aux élections présidentielles, c'est pas mon cas. Oui. Et attends, le prochain tour, tu vas jouer. Non, mais parce que tu parles de Foumi Magnan, parce qu'on fait des reproches et des critiques constructives. Oui, c'est ça. Absolument. Hervé, tu ne peux pas nous reprocher aujourd'hui le fait qu'on veut que ce pays avance. Alors, tout à fait. Alors, vous êtes dans votre rôle. Non, on n'est pas dans notre rôle. On parle de la réalité des faits. Donc même si
Paul Biya a gagné, ce qui n'est pas... Même si Je a gagné. Je dis même si il a gagné, parce que je ne suis pas sûr qu'un président aussi impopulaire ait de... dis donc quand même. que ces scores soient inversement proportionnels à sa popularité, qu'on soit vraiment dans une situation mirobolante sur le plan démocratique. Je dis donc qu'on doit être en mesure, justement, parce qu'il s'est proclamé président de la République, lui demande... Je peux finir. Non, mais utilise le vocabulaire, tu as vécu longtemps. Anissé Kane. Tu ne peux pas parler comme... Allez-y. Il s'est proclamé, est-ce qu'il a été élu par le peuple? Je dis exactement, je pèse mes mots, qu'on va aujourd'hui ne pas être en mesure de dire que, on s'est trompé. Ceux qui ont tenté qui ont été amenés à voter pour le RDPC, c'est la première chose. Deuxième chose, d'autant plus que ceux qui ont voté pour ton candidat, même militants du RDPC, tous les jours souffrent et se posent des questions. Comment se fait-il que ça se plaignent, font des manifestations, tu les vois tous les jours, de contestation. Où ça? Les enseignants. Je sais que vous avez toutes des agrégations sur la vie interne du RDPC. Non. Allez-y, c'est moi qui suis à l'intérieur. Je parle des Camerounais. Ah, d'accord. Les contestations sur leur vie, les déflatés des sociétés que vous avez vendues aux multinationales, attendent depuis 25 ans qu'on leur paye leurs droits. Alors, non, mais là, on mélange tout. Non, je ne mélange pas. Ça, c'est le guichet unique de la revendication qu'il a ouvert. Allez-y, Anissé Kane. Alors, que tous ces Camerounais ne voient pas que leur situation de tous les jours évolue, ils sont en mesure de se poser la question si ça valait vraiment la peine de voter pour ce président. Et justement, de hâter la fin du régime. En faisant quoi? En descendant dans la rue? C'est une forme de contestation. Très bien. Et en se préparant, justement, dès maintenant, aux nouvelles échéances, parce que le constat d'échec est patent. Il ne souffre d'aucune contestation, uniquement par le fait qu'on est obligé, quand on replaque, quand on raccommode, quand on pense des plaies permanemment, cela veut dire que dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça la situation permanente de cet exécutif. On est tout en train de réajuster, de raccommoder, de refaire, de faire des budgets supplémentaires, de faire des rallonges, de ramener des échéances. Anissé, tu es candidat pour obtenir un prix Nobel de la mauvaise foi ou quoi? Quel mauvais... Parce vous que terminez, on va prendre nous avons gagné Sambaka. la guerre. Le gouvernement fait face à ses responsabilités. Anissé, vous terminez. Je termine en disant que le rafistolage de vendredi dernier, en réalité, était la conséquence logique du rééquilibrage des macro-équilibres des gars qui sont au pouvoir. C'est tout. C'est-à-dire que, compte tenu de la polyphonie, j'aime bien ton terme, qui s'est généralisé dans l'exécutif, le président était obligé de remettre le rapport de force des clans du pouvoir et de réaménager. C'est tout. Mais ce n'était pas dans l'intérêt des Camerounais. C'est pour ça que la question de M. Dipita, la réponse coule de source, que ça n'aura aucun impact sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Sambaka. Aucun impact sur la vie quotidienne de nos compatriotes, sinon que les Camerounais, de plus en plus, ils disent qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas le droit de se fatiguer. S'ils ont choisi Paul Biya, ils n'ont pas le droit de se fatiguer. Mais ils ont le droit républicain du vote, du contrôle et de la sanction. Ça, je voulais te rappeler cela, parce que ce n'est pas parce que M. Biya a été élu qu'on doit lui donner tous les satisfecits. Non, nous sommes là, les Camerounais sont là pour le contrôler et à échange de le sanctionner. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la politique. Moi, je serais heureux. Mais la sanction, c'est pas je serais heureux avec tous les cadres. jeunes. Tous les cadres que regorge le RDPC, qu'ils se retrouvent dans la situation de l'opposition. Pourquoi? Parce que quand ils reviendront, ils comprendront ce que c'est. Mais c'est Tout le- simplement. c'est le peuple Mais qui on ne décidera peut pas quand nous garder serons dans des positions depuis la colonisation Le à nos RDPC jours était dans la pour colonisation. dire, Pourquoi que ça passe votre discours? pour penser que les autres Camerounais ne sont rien.
Aujourd'hui, il y a personne un ne l'a dit, problème. ça. Il y a un problème de citoyenneté au Cameroun. Parce que vous avez induit les Camerounais en erreur. Aujourd'hui, de plus en plus, il se forme cette masse critique qui est nécessaire pour qu'il y ait alternance au Cameroun. Les Camerounais savent aujourd'hui que les partis politiques sont là pour présenter leur programme. Les hommes et les femmes qui vont les diriger. Mais que c'est à eux de décider. Et ils sont les plus nombreux. Aujourd'hui, nous avons à peine 5 millions de Camerounais qui sont inscrits alors qu'on attend de 10 millions. Donc ces 10 millions-là sont capables de renverser la tendance. Nous le faisons, mais vous avez pris la peine de faire comprendre aux Camerounais que malgré tout ce qu'on peut faire, vous allez passer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas passer si les Camerounais s'inscrivent. Et pourquoi si faites-les s'inscrire? On Ils leur sont demande. activement inscrits Je vous ai dit. Dans votre commune, dans le Noun. Je suis d'une CAM. Je suis d'une CAM. Non, ton parti est un parti. Je suis d'une CAM. Je suis d'une CAM. Un parti politique, je le dis encore, tu devrais le savoir, c'est un programme, c'est les idées. C'est des hommes et des femmes. Et les idées n'ont pas de frontières. Donc si tu veux mettre des partis politiques, non, c'est éculé ça. Ça ne fonctionne plus. Ce genre d'argument ne fonctionne plus. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que les Camerounais souffrent. Sam, pourquoi ils vous font pas Mais allez dehors. Pourquoi ils vous les font Camerounais, pas confiance? posez-vous la simple question de savoir, notre vie s'est-elle améliorée? Est-ce que les enfants sont partis plus facilement à l'école cette année que l'année dernière? Là, vous allez vous rendre compte que ça se dégrade de jour en jour. On ne peut pas. On ne peut pas donc continuer à replâtrer et faire des gouvernements ethniques. Ce n'est pas possible. C'est vous qui faites les gouvernements ethniques. Oui, vous confrontez des frères. On a besoin des ministres républicains, pas des ministres ethniques. Voilà le problème du Cameroun. On n'a pas besoin de pléthore de ministres, on a besoin de décentralisation. Il faut que les populations s'occupent de leurs propres problèmes. La commune participative, c'est de ça qu'on parle au jour d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème de république, c'est la constitution du Cameroun. C'est la constitution qui met en place la décentralisation. Vous avez dit... Ton programme, c'est la décentralisation. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre des républiques. La République du Cameroun parle de la décentralisation. Cette décentralisation a été confisquée à Yaoundé. Il faut que ce soit clair. Et malheureusement pour les Camerounais, la majorité des maires sont du RDPC. Et ils ne peuvent même pas revendiquer leurs droits. Et ça, c'est un problème. Il faut que les populations le sachent. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. Il faut que ceux à qui on a fait confiance, qu'ils fassent leur travail. Parce que le peuple est là pour contrôler, pour sanctionner. Alors, je reviens sur la question principale de tout à l'heure avec vous, honorable. L'enjeu du 2 octobre sur la vie des citoyens, notamment la vie économique. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun enjeu. Le gouvernement reste le même. Et la vie des Camerounais ne peut que changer si le gouvernement change. C'est-à-dire que si le parti qui est au pouvoir change. Parce que quand le même parti en 33, 35, 60 ans, parce que de l'UNC au RDPC, c'est la même chose. Si le même parti n'arrive pas à apporter de la croissance effective dans un pays, une croissance qui peut être redistribuée, c'est-à-dire qu'on peut ressentir à Kogmondo, à New Daido et partout, je pense que ce parti nous perd le temps. Donc ce n'est pas les hommes qui nous intéressent, les hommes intéressent le parti au pouvoir. C'est-à-dire c'est entre eux qui se décident, qui nous gèrent. Mais entre-temps, nous faisons le constat que ceux qui nous gèrent ne font pas un bon boulot parce que nous ne voyons pas les résultats. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me parler de barrages, de ports en eau profonde, etc. Le quotidien des Camerounais ne change pas. Nous sommes toujours dans une situation et je suis d'ailleurs très content parce que quand j'ai parlé de Vuvuzela des plateaux, j'étais même gentil. J'ai dit ici que heureusement que les Vuvuzela n'ont pas été entendus par M. Biya et ils ne sont pas entrés dans le gouvernement. Et donc, ça veut dire qu'on a un problème de fond. Tout à l'heure, Hervé nous a parlé, nous a dit que qu'ils n'ont pas invité Boko Haram. Je suis désolé. Ah bon? Je suis désolé. Ah bon? Les 2 premiers actes de Boko Haram sur le territoire camerounais, c'était l'enlèvement d'étrangers. Et il est de notoriété publique aujourd'hui. Et il faut le dire, même si ça fait mal, parce qu'il faut résoudre le problème à la racine. Nous avons négocié, parce qu'aucun terroriste ne remet des otages de son propre gré. Et des gens ont parlé à ces gens. Quelque chose s'est passé.
Où sont-ils? Le président de l'Assemblée nationale nous a fait savoir, et c'est une voix autorisée dans ce combat, il nous a fait savoir qu'ils sont dans la salle. Je ne sais pas s'ils étaient dans l'hémicycle ou ils étaient dans l'audience, mais qu'ils sont dans la salle. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens dans le RDPC qui parlent à Boko Haram. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je suis désolé, on a pris la peine de t'écouter. Écoute-moi aussi. Je ne dis pas que c'est incroyable, je fais que cela. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de parler à ces gens-là, mais je dis trouvez-nous les solutions pour arrêter le bain de sang. Et ne me dites pas aujourd'hui qu'on ne les a pas invités, parce que si tout s'était bien passé, ils ne seraient pas venus par la suite. Avant cela, on n'a jamais eu une attaque de Boko Haram au Cameroun. Jamais. Jamais. Je ne dis pas que ce sont des gens sensés. Je ne dis pas que ce ne sont pas des terroristes. Je ne dis pas que ce sont des idiots qui sont tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'ils ont leur place. Je ne dis même pas qu'il faille négocier avec eux. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas venir nous dire ici qu'on ne les a pas invités. Parce qu'ils sont venus, ils ont pris des étrangers, ils ont parlé... Pas avec des gens du SDF, pas avec des gens du Manidem, ni de l'UDC. Vous avez envoyé vos gens discuter avec eux. Ces Blancs sont revenus. Ils ont été reçus par le président de la République. Et ces gens sont repartis dans leur pays. Et subitement, quand il s'agit de Camerounais, quand il faut tuer des pauvres Camerounais dans leur village, on n'a plus la même puissance de réaction. C'est-à-dire pour faire en sorte que ça s'arrête et qu'on négocie. Moi, j'aimerais bien voir tous ces innocents qu'on tue à Maroua, Mora, Kolofata, partout, qu'on évite de les tuer et qu'on les reçoit aussi à la présidence. J'aurais bien voulu voir la famille de Lilade qui a donné de sa vie, reçue par le président de la République, mais non, sa famille n'est pas blanche. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. Tu as parlé des dispositions constitutionnelles. Il ne faut pas tromper les Camerounais. Si il faut sortir du budget de la République, si nous devons entrer dans un budget de guerre, il faut, et c'est des dispositions constitutionnelles, c'est obligatoire. Le président doit réunir le Parlement en congrès pour déclarer l'état de siège. Tant qu'on n'y est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas venir nous dire qu'il y a un problème alors que le président ne reconnaît pas ce problème. Ce sont les dispositions de notre constitution commune. Vous me parlez de la responsabilité de l'exécutif par rapport au Parlement. J'aimerais juste vous répondre, monsieur Hervé Com. Nous sommes dans un système ultra-présidentialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président nomme qui il veut. Dans certains pays qui ont la même constitution comme la nôtre, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a même des étrangers qui sont ministres. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, leur responsabilité, c'est d'exécuter les ordres du président. Donc, s'ils travaillent mal, celui qui porte la responsabilité, c'est le président de la République et personne d'autre. J'aimerais aller encore plus loin. Je réponds à tes questions et à tes préoccupations. Tu as parlé de la vie chère. Hervé Emmanuel, tu es à côté de la plaque. Le problème au Cameroun, ce n'est pas la vie chère. Parce que nous avons opté pour rentrer dans la mondialisation. Nous avons ratifié les accords. En fait, le président de la République a ratifié les accords des APE, etc., etc. Nous sommes dans un... Le débat a complètement changé. Ce n'est plus la vie qui est chère. C'est le pouvoir d'achat qui est inexistant. Et nous avons un exécutif qui a été élu le 10 octobre 2011, qui a comme responsabilité de nous donner un pouvoir d'achat en adéquation avec le coût de la vie. Mais il ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Vous allez me dire que c'est la guerre, c'est ce que tu as essayé de dire. Mais je dis tout simplement que tu ne peux pas dire que c'est la guerre parce que pendant que les Camerounais se faisaient massacrer, égorger, il était à la plage avec sa famille en Allemagne. Donc, il ne s'occupe pas du bien-être du Cameroun. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec les deux autres panélistes. Quand la République va mal, il faut se poser les vraies questions. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que le mandat que M. Biya a eu reçu en 2011, je l'accorde, je ne le conteste pas, est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui dans les circonstances qui nous entourent aujourd'hui? Tu as même parlé de l'endettement.
ne tente même pas de rentrer dans ce débat-là. Est-ce que je peux On va le mettre. Mais Hervé, je vous suggère juste une petite pause de temps de prendre. Non, Hervé. Hervé. Je répondais à tes questions. Hein. Hervé, non, mais... mon téléphone explose de SMS. Oui. Et vous savez que les téléspectateurs... Mais laissez-moi placer un mot. Vous allez dire un mot, le temps d'en prendre quelques-uns juste. Bonsoir, les invités. Maintenant, pendant qu'on lit les... Comme l'inclus de ce plateau, bonsoir, gros. Là, vous pouvez lire, continuer. Non, moi, j'aime pas lire les SMS qui n'apportent pas d'idées. Je préfère lire ceux qui contribuent. Bonsoir. Les cours du carburant ont baissé sur le marché international. Qu'attend le gouvernement pour réajuster le prix à la pompe? C'est Mathias qui envoie cette question. Voilà. Bonsoir. Est-ce normal dans un pays où les fonctionnaires sont abandonnés à eux-mêmes alors qu'il existe un ministère de la fonction publique où normalement ils devaient être traités au même niveau? Par contre, la police avec un statut particulier, l'éducation de base avec sa part, la justice et la santé aussi. Pourquoi pas revoir le statut des fonctionnaires en général une fois? Aujourd'hui, les fonctionnaires de même grade, mais ceux-ci, même ceux de 60 ans, tandis que l'autre... je crois qu'il veut exprimer le fait que certains fonctionnaires de même grade, de 60 et 50 ans, vivent une certaine discrimination. C'est Hervé Amadou qui envoie ce SMS depuis l'Est. Il y a un problème de retraite. Je crois que c'est la remarque de fond dans ce SMS. Vous allez répondre, Hervé, notez, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas noter. Bonsoir, le plateau. Disent aux représentants du RDPC qui souffrent de compréhension que le régime a échoué. On n'est pas en guerre depuis 33 ans. Pourquoi on reprend les mêmes personnes? C'est dit qu'on est en panne de solution. Ça va de mal en pire. Mamoudou qui envoie ce SMS depuis Bagno. Monsieur, quand vous faites exprès ou c'est la mauvaise foi, vous allez tout comme les villes mortes, utiliser Boko Haram pour justifier votre incompétence. Vous allez, en fait, je crois qu'il veut dire que vous allez... Non, mais c'est pas grave. Lui, il ne écrit pas bien le français, c'est pas grave. Bonsoir, vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez à monsieur Anissé Kane de cesser d'étouffer les idées constructives du Cameroun et salvatrices de nos problèmes. Merci, monsieur Henri Messomont, qui envoie ce SMS. Peut-être un ou deux encore. On ne voit pas tous les lignes non plus, mais on peut prendre l'essentiel. Le président Paul Biya ne peut-il pas démissionner? Comment tous les cadres du RDPC trouvent tous bien au Cameroun? Je lis comme ça vient. S'il vous plaît, monsieur, avec comme je gagne 36 800 francs et mon seul enfant n'a pas les moyens pour aller à l'école. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon salaire ne vaut pas votre nuitée d'hôtel alors que j'ai 2 mois d'impayé salarial. Aidez un Camerounais en détresse. Jacques Simo. Il a signé. Vous lisez un tel SMS il a signé son SMS. Ce que Erwin fait s'appelle la diversion. Son parti a échoué. La jeunesse souffre, la vie devient de plus en plus chère. Alors moi, je vais vous suggérer juste une petite transition. Vous allez reprendre la parole. Vous serez le premier à reprendre la parole. Je suis vraiment énervé. Non, vous allez exprimer votre cours. Hein. Non, il m'empêche de parler. Je suggère quand même que, parce qu'au-delà de tout, c'est bien, on a parlé des enjeux, des projets et tout ça. Mais pour la réussite de tout cela, c'est quand même les hommes qui vont animer. On va quelque peu parler des hommes juste derrière la transition. Non, on revient d'abord sur les questions qui ont été posées. Vous reviendrez, Hervé. Transition et on revient sur le plateau. Petite transition. Voilà. Voilà, un Hervé Tour sourire après la transition. Ça a été nécessaire, hein, la transition. Non, je n'ai pas besoin de m'énerver parce que d'abord, je sais mon Tout en prenant votre réaction, Hervé, je voudrais quand même qu'on parle un peu des hommes aussi. Hein, non, je voudrais d'abord commencer les hommes. Vous allez ajouter à la présidence de la République. Vous allez répondre, mais j'ajoute ma question. À la présidence de la République, on va peut-être commencer dans l'ordre. Betty Assomo prend les commandes. C'est l'ancien gouverneur de la région du littoral. Et ensuite, de la République. Excusez-moi, c'est vraiment le à la niveau défense, zéro. Ministère délégué à la présidence, en charge de la défense. Merci. C'est ce que je voulais dire. Je voulais commencer dans l'ordre de préséance par rapport à... Heureusement que j'écoute. Hein. Voilà. Et puis, toujours là-bas, toujours au ministère délégué à la présidence, cette fois au contrôle supérieur de l'État, il y a Mme Ba Acha qui, elle, vient du côté du Nord-Ouest, où elle était procureure, je crois, vice-procureure. Hervé, vous répondez et puis on parle des hommes, tout au moins ceux qui entrent à la présidence de la République comme ministre délégué.
Écoutez, franchement, moi, le débat sur les zones m'intéresse très peu parce que chaque personne a son caractère, sa compétence, son expertise. Donc, chacun aura le destin de son éducation, sa capacité à tenir. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que nous allons vers, n'est-ce pas, la construction de ce bien-être social. J'ai entendu beaucoup de choses de la part de Joshua aussi et Sambaka et Anissé. Mais sur cette partie, je voudrais répondre quand même à Joshua aussi. Je pense qu'il est très facile de venir dans une émission de télévision et d'aller dans le sens, caresser le sens de l'opinion, en mettant tout dans un sac, en disant tout. Bon, revenons quand même sur quelque chose. Moi, je ne peux pas laisser passer l'idée selon laquelle c'est nous qui aurons invité le Boko Haram au Cameroun. Venant de la part d'un de nos plus brillants parlementaires, c'est quand même scandaleux. C'est très scandaleux d'entendre des propos pareils. Nous n'avons pas cherché cette guerre. Elle nous est imposée par les autres. Que M. Joshua aussi ne soit pas d'accord sur la conduite des choses, c'est son droit. Mais ce que nous faisons comme constat, et je prends tous les Camerounais à témoin, et d'ailleurs le monde à témoin, c'est que notre armée, sous la conduite de son chef, a contenu militairement cette transgression de notre frontière, de notre territoire. Je voudrais aussi venir sur un plan strictement de principe. Je pense que Joshua aussi, qui a été élu pour la première fois parlementaire, doit avoir du respect de tous les débatteurs qui ne sont pas dans le même camp que le sien. Quand il dit « vous vous êtes là » parce que c'est un mot à la mode dans son milieu de l'Africa Foot, où les gens disent tout et n'importe quoi, parfois n'ont pas le sens du mot comme lui là. La dernière fois qu'il a été à la Coupe du Monde, il m'a rapporté un « vous vous êtes là » et je trouve qu'il m'avait donc insulté en 2010. Donc je pense qu'il faut respecter les gens qui n'ont pas le même point de vue que vous et laisser aux autres de s'exprimer. Alors, pour revenir là maintenant, sur le débat, monsieur le député Tongo, vous pouvez lire tous les mails du monde. Je voulais dire à ce compatriote ou bien ce téléspectateur que moi aussi, je supporte les charges d'envoyer des enfants à l'école, et j'en ai beaucoup. Et je vais lui dire que ma carte du RDPC n'est pas une carte de réduction, ni dans la boulangerie, ni à l'économie, ni au collège Iberman, où je paye aussi une pension pour une de mes filles ou à Chevreuil. Donc aujourd'hui... C'est bizarre que tu n'envoies pas tes enfants à l'école publique. Hein? Parce qu'ils ont choisi d'aller dans ces institutions, mais c'est un débat personnel. Moi, je suis un produit de l'école publique et j'en suis fier. Non, donc, moi non, ne me dispersez pas, s'il vous plaît. Je voudrais donc dire que prendre tout et dire que c'est le président... Donc, quand l'État était bien géré, l'école publique était la meilleure. S'il te plaît, Jos. Prendre aujourd'hui... Je sais que vous faites une fixation sur le président de la République. Non, pas d'ailleurs, non, mais le mouvement dont tu es le mouvement dont tu es le vice-président, même s'il y avait un accident à Bonamsadi, on dirait que c'est Paul Biya qui a organisé l'accident. Je crois qu'il faut cesser cette façon de faire parce que vous amusez. Non, s'il te plaît, Jos, je t'ai écouté, monsieur le député, je peux parler. Allez-y. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile parce que c'est une façon pour vous d'expliquer votre incapacité à proposer un projet alternatif. Dans une démocratie, c'est le peuple souverain qui décide. Et dans notre démocratie, malgré la grandiloquence des panélistes ici, le peuple a fait un choix et il a donné un mandat, donc un terme à ce choix. Si vous voulez changer ce choix du peuple, mettez-vous au travail et faites en sorte que votre proposition politique soit plus attractive que la nôtre. Aujourd'hui, un démocrate doit reconnaître que c'est la proposition. Quand j'ai fini de le dire, on n'interdit pas aux uns aux autres d'avoir un point de vue sur le quotidien. Mais maintenant, je vais vous dire, on juge un gouvernement sur des grands objectifs. Ce n'est pas dans les détails. Ce n'est pas dans les détails. Tout ce que vous me faites là, même vous-même, monsieur le député Tongo, pour moi, c'est vraiment de l'épicerie. Moi, je suis venu à ce débat parce que j'estime qu'on a choisi le 2 octobre de donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Est-ce que, du point de vue de mon parti et du mien, puisque j'adhère à cette démarche, nous pensons que c'est quelque chose qui va apporter un plus? J'ai dit oui. Ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de le dire. Mais j'ai le droit de dire que la plupart des choses que j'entends ici, c'est un fourre-tout, soit un procès préventif comme le fait Sambaka, qui pense que rien de bon ne peut sortir de la Galilée, et d'autres qui disent que oui, on peut tous aller au paradis. Donc, je crois qu'il faut être sérieux et revenir. Et je dis aux gens, moi, je ne suis pas impressionné, comme en 2008. Je ne suis pas impressionné qu'ils peuvent envoyer les SMS, vous pouvez même les inventer. Je porte mes... Non, monsieur le député, je vous préviens, parce que dans cette émission,
Écoutez-moi bien, laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais seul qu'il faut que dans cette émission, à un moment, je ne trouvais pas l'intérêt à venir ici. Non. À cause d'une certaine... Non, je vais aller jusqu'au bout. Je suis strict là-dessus. Oui. Il faut respecter les engagements politiques des autres. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de respect en tant que démocrate pour les engagements politiques de chaque Camerounais. Mais je dis que c'est au peuple de faire son choix. Et quand il a fait son choix, soyons respectueux les uns des autres. Vous voulez faire passer les militants du RDPC pour des imbéciles et vous êtes la lumière du monde. Mais le peuple ne vous choisit pas. Moi, je respecte. Je sois aussi un député de Douala Premier et en grande partie d'un Comondo. Je ne vais pas aller dire aux gens d'un Comondo, vous êtes des bougres parce que vous votez, je sois aussi. Hervé, vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la première fois qu'on vous invite à oui, mais je trouve agaçant certaines méthodes. Parce qu'on juge pertinente. Non, vous n'avez pas à me juger. Hein. Votre position, on apprécie bien les arguments que vous apportez. Non, je ne veux pas qu'on m'apprécie. Donc ce n'est pas ce soir mais vous traitez les militants de RDPC. Ce n'est pas ce soir. Vous êtes là, de tout. Non, il y a des limites, on n'est pas... Je réagis au SMS, je vous prends un témoin, vous voyez, et même les appels arrivent. Je dis, vous ne pouvez pas traiter les militants du RDPC de vous êtes là. Il faut arrêter. Bon. Parce que ce n'est pas parce qu'un nain a dit dans un débat de radio que tel vous êtes là alors que lui c'est un nain. Que vous voulez répéter ça dans un plateau de gens sérieux. Notre devoir, non, si vous avez la position de votre parti, nous on essaie de ressortir quand même la position ou les questions de la masse. Alors Sambaka, voilà qu'on s'oriente davantage aussi un peu sur les hommes, les hommes que Paul Biya a choisis. Je disais à la présidence de la République comme ministre délégué, on a Betty Assomoké Yantre et Madame Bacha. Tout au moins, commençant par cela, on va aller... Oui, je pense que le gouverneur de littoral, je crois qu'il est encore gouverneur parce qu'il n'y a pas... Il n'a pas encore été remplacé. C'est l'exemple même de ce que le Cameroun a besoin de décentralisation. Il a été à l'extrême nord. On a dit qu'il s'est très bien comporté là-bas. Il a été dans le littoral. Il s'est très bien comporté. C'est très bien. Moi, je vois tout le monde l'apprécier. Personnellement, je ne le connais pas. J'ai fait une seule réunion avec lui depuis qu'il est à Douala. Et je pense que c'est un homme respectable. Individuellement, c'est un homme respectable. Mais c'est encore ça qui me pousse à penser que le Cameroun doit connaître la décentralisation. Article 1er de la Constitution. Le Cameroun est un État unitaire, décentralisé. Alors, cette décentralisation qui est bloquée, on prend quelqu'un qui est dans la région, qui fait du bon travail pour l'envoyer au pouvoir central. Ce pouvoir central, qui fait du mauvais travail, alors que nous attendons qu'on ait la décentralisation et qu'on ait ce qu'on appelle un plan d'urgence. Moi, j'ai proposé un plan d'urgence communal participatif. N'est-ce pas, qui devait permettre de booster les communes et que les populations puissent ressentir, n'est-ce pas, une nouvelle un nouveau fruit. Donc, moi, ce que je veux dire, le plan d'urgence, le plan d'urgence, c'est un autre slogan. Parce que nous avons connu toutes sortes de grandes ambitions, les grandes réalisations, les émergences, les plans d'urgence. Les Camerounais, en quoi ça a rapporté quelque chose aux Camerounais? Moi, j'ai proposé au chef de l'État qu'on ait un plan d'urgence communal participatif où on donne à chaque commune du Cameroun 1 milliard de francs pendant 3 ans, triennal, sur la base des projets de développement. Et je parie qu'avec cela, non seulement les Camerounais vont se sentir mieux, mais 4 ans après, l'assiette fiscale va augmenter. Donc c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. Par contre, le fameux plan d'urgence dont il a parlé, jusqu'à présent, c'est comme les autres choses. Vous me parlez du barrage. Le barrage a été ouvert à moitié. Il n'est pas terminé. Le port de Kribi n'est pas opérationnel. Tu sais comment on construit le barrage? Il est en retard. Il est en retard, tout au moins. Il faut le reconnaître. C'est pas possible, ça. Il faut le reconnaître. Parce que ce qui se passe, même le ministre du budget qui est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le budget qui n'a pas été consommé va être reversé l'année prochaine. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, non seulement le budget a été consommé, mais on est parti vers l'Assemblée nationale pour faire un rectificatif à la hausse. Parce que le budget a été consommé et il y a eu beaucoup plus d'argent pour accélérer la croissance. Voyez-vous? Donc si vous pensez que ce qu'on doit faire en 1 an,
Tu penses vraiment Le budget. que la Non, consommation allons-y a sérieusement. fini à Allons-y 20%. sérieusement. Le ministre des Finances, dans son programme, il a été, le 30 juin, il était appliqué à 25%. Ça veut dire qu'il ne sera jamais appliqué à plus de 50% avant la fin. Non, tu comprends très bien, Hervé. Hervé, tu comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que quand on se fixe des objectifs et qu'on ne peut pas atteindre la moitié de ces objectifs, on a échoué. Et c'est tout à fait normal que les populations ne ressentent rien et qu'on prenne cet argent dont on a besoin, on dit on va reverser. Quand on a atteint le point d'achèvement, il faut dire aux Camerounais que nous n'avons pas été capables de mettre sur la table des projets et que cet argent est resté bloqué. Il faut le dire. Nous n'avons pas un fort taux d'endettement, n'est-ce pas? Notre capacité d'endettement est encore énorme. Mais nous n'avons pas de projet. Alors, quand nous n'avons pas de projet, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous ne nous occupons pas des populations. Mais il faut que les populations le comprennent. Que quand on nomme quelqu'un pour faire un travail, il doit rendre compte. Il doit rendre compte. Mais par contre, nous voyons comment est-ce que la corruption est généralisée dans le pays. Ça, ce sont des choses qui sont claires. Nous ne pouvons pas résoudre un problème. Je suis désolé. Nous allons prendre les meilleurs hommes. Nous allons mettre dans ce gouvernement. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et ça, nous allons le voir parce que nous l'avons essayé 34 fois. Ça n'a pas donné. Il ne faut pas être têtu. Il faut changer de cap. Il faut nommer Ndamdior. Non, il faut changer de cap. Ce n'est pas ça qui fait le problème des Camerounais. Mais chaque fois, vous allez dire, on va rebooster. On va rebooster. On va rebooster quoi? Qu'est-ce qu'il y a à rebooster? Qu'est-ce qu'il y a à rebooster? Dites-nous ce qu'il y a à rebooster. Je vais répondre à cette question. Alors, je vous prends sur les ministères à fort impact économique, agriculture, développement rural. Oui, on revient dessus tout à l'heure. Henri Ebia ici, voilà, agriculture, développement rural, économie, planification et aménagement du territoire. Lui, Paul Moutazé revient à ses amours. Mine, industrie, développement technologique. Mboa Boubou Ernest. Transport, Mebengo Edgar Alain, travaux publics, Ganon Djoumessi, ministre délégué auprès du ministre des Finances, et Long Paul Tché, secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux. Bon, on a parlé de travaux publics. Voilà des hommes qui vont, des nouvelles personnes pour booster un peu l'activité économique. Votre réaction? Je pense que je vais à force de me répéter, un gouvernement, c'est une équipe. Et franchement, on ne peut pas se borner sur des individualités. Le RDPC est aux commandes. Ils ont une majorité parlementaire qui donne le droit à leur président national, président de la République, d'après la Constitution, de nommer un gouvernement en consultation avec le Premier ministre, ce qui semble avoir été fait le 2 octobre. Qui est-ce qu'ils choisissent ne doit pas être important pour les Camerounais. Ce qui doit être important, c'est le résultat qu'on va obtenir. Je pense que M. Biya a été élu comme président de la République sur la base d'un programme. Nous attendons toujours de voir ce programme-là. Nous sommes à 60-65% de son mandat. Et je pense qu'à l'unanimité, les Camerounais sont d'accord que les promesses de 2011 ne sont pas encore présentes dans leur quotidien. Maintenant, pour revenir peut-être sur des individualités, j'aimerais juste dire qu'il est tout de même... J'aimerais tout de même constater que nous avons eu le bureau le BUNEC, donc de l'identification de l'état civil, pardon, qui a été mis en place en 2011, qui a subitement eu le jeudi ou le mercredi juste avant des responsables, et ensuite le ministère en charge au fait du BUCREP, donc du recensement de la population, a eu un nouveau ministre. Nous savons que le recensement de la population est en cours et nous savons que le plus gros problème fondamental que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est le découpage électoral qui est basé sur un recensement qui ne tient pas la route. Maintenant, parlons d'économie, il y a beaucoup de points qui sont distillés par la presse officielle, qui sont même repris malheureusement par les uns et les autres, qu'il faut restituer dans son exactitude. Le Cameroun n'est pas un pays sous-endetté. Le Cameroun est un pays pratiquement surendetté aujourd'hui. Si nous parlons du ratio
dette PIB, il est évident qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir un chiffre de sous-endettement. Mais si nous extrapolons avec les intérêts et tout le reste ce même chiffre sur 2020, 2025, 2035, nous avons des ratios alarmants. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, notre gouvernement n'a pas eu le courage de sortir du CFA. Et je dis d'ailleurs, Dieu merci, parce que si avec une monnaie qui est contrôlée par une banque centrale française, ils arrivent à voler autant d'argent, si l'imprimerie à billets était derrière le palais de l'Unité, je pense qu'on achèterait les jeans avec des macabots aujourd'hui. Mais c'est un tout autre débat. Nous sommes dans une situation où nous prêtons de l'argent en devises. Donc, au fait, le ratio, et je parle sous l'autorité d'un économiste, le ratio qu'on devrait considérer, c'est le ratio dette produit d'exportation. Et si nous prenons ce ratio-là, puisque les seules devises qui rentrent au Cameroun nous proviennent des exportations, si nous prenons ce ratio-là, le pays, le Cameroun, est un pays à l'horizon 2020 sur la dette d'aujourd'hui surendetté. Maintenant, je vais encore plus loin. Si vous prenez toute la dette non comptabilisée, c'est-à-dire que quand on donne 30 milliards aux ADC, 100 milliards à Camerco, XYZ à gauche, à droite, 500 milliards à la Sonara, ce n'est pas comptabilisé. Donc ce sont des dettes garanties par l'État du Cameroun, dont des dettes qui appartiennent aux contribuables camerounais, c'est-à-dire à tous les Camerounais, mais qui ne figurent pas dans les chiffres officiels de l'État. Si vous prenez toutes ces sommes-là, ce pays est hyper endetté aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous voulez lancer des projets, le Cameroun est obligé de se faire avaliser par la BAD. C'est parce que le Cameroun n'a plus la crédibilité qu'elle avait. Le Cameroun n'est plus capable de rembourser la dette de la façon. Et j'aimerais juste encore insister sur un point. Les bailleurs de fonds, ils voient exactement ce qui se passe dans ce pays. Ils savent exactement qu'on a un gouvernement de 65 ministres qui sont incapables de consommer un budget à hauteur de 50%, pour être gentil. Parce que même quand on monte à 50%, c'est qu'on triche sur les chiffres. Et ça, 50% ou 48%, je ne sais plus où on était, 44%, c'est après que Paul Biya nous a donné une année artificielle de 15 mois au lieu de 12 mois. On n'a pas pu consommer cela. Et juste pour une petite correction aussi, le budget ne doit pas être confondu à la trésorerie ou à la comptabilité. Donc, il n'y a pas un report. OK? Ça veut dire quoi? C'est très, très intéressant. Ça veut dire que dans un pays qui se respecte, quand vous consommez, quand l'administration, 65 ministres et 300 000 fonctionnaires, peuvent que consommer 44% d'un budget, l'année qui suit, on ne vous donne pas 45% de ce qu'on vous a donné. Parce que voilà votre capacité administrative de consommation. C'est comme si vous avez quelqu'un, je ne sais pas où, qui réclame de l'argent pour faire quelque chose. Vous lui donnez l'argent, il n'arrive pas à faire la moitié. Mais vous n'allez pas lui donner 5 fois plus. Mais qu'est-ce que M. Paul Biya, président de la République, fait au Cameroun? Nous consommons que 44% de notre budget. Il se dit, il faut impulser la croissance pour arriver à l'émergence en 2035. Alors, Monsieur XYZ, Monsieur ministre, tant, les 65 ministres, tout le gouvernement, vous n'avez pas pu consommer 44% de ce que l'Assemblée nationale vous a donné, mais je demande à mon ministre de l'économie de vous donner 341 milliards. Moi-même, je vous donne 925. Moi-même, je vous donne encore 550, etc. Vous vous trouvez avec des sommes de 7 000 milliards dans un pays avec un budget de 3 700 milliards et rien n'est consommé. Et au fin du compte, les Camerounais continuent à souffrir. Et pendant ce temps, le pays continue à s'endetter à un rythme effréné. Et vous savez, on t'a écouté pendant très longtemps. Quand un pays s'endette de cette façon-là, ça veut dire qu'on est en fin de règne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir. Ça veut dire que ceux qui nous dirigent voient l'avenir dans un rétroviseur. Et c'est quelque chose de très, mais alors de très dangereux. Le gouvernement camerounais est incapable de présenter un collectif budgétaire. Et
je me réjouis qu'il ait parlé de ça. On a été incapable les 5 dernières années, mais je veux vous dire quelque chose de très choquant. Tu n'arrêtes pas. Je veux vous dire quelque chose de très choquant, monsieur Hervé Emmanuel Comme. Ouais. Pendant que nous parlons aujourd'hui du surendettement, le gouvernement camerounais a augmenté la masse salariale sans nécessairement augmenter le nombre de fonctionnaires et en privilégiant que certains d'entre eux de presque 10% sur les 5 dernières années. Je ne peux pas laisser dire des Ce choses sont des faits. De 10% sur les J'espère 5 que dernières années sans jamais faire un collectif budgétaire. Nous avons appris qu'ils ont subitement eu le courage de peut-être le présenter au mois de novembre. Nous attendons de voir et s'ils arrivent à le faire, ce qu'ils vont présenter. Mais j'aimerais juste dire que le pays va droit au mur et il est temps d'arrêter tout cela. Et pour cela, il vous faut un peu plus de courage que les chaises musicales que vous avez fait le 2 octobre. Il faut absolument que votre président s'adresse aux Camerounais. Waouh. Ah, avant vous, Anissé Kane, sur les autres. Non, je veux dire que le problème du surendettement est en fait de la diversion, parce que la capacité d'endettement et du surendettement est liée à la crédibilité de la gestion de la dette. Ce n'est pas uniquement un problème de ratio. Vous savez, les États-Unis peuvent indéfiniment s'endetter compte tenu de la crédibilité de la gestion de leur dette. Il n'y a pas de problème de ratio. C'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux individus, moi je pense qu'il faut éviter de parler dans ce réaménagement des hommes. Parce que chaque fois on nous présente des hommes compétents. Il y en a au RDPC pour le rafistolage, mais le problème de fond reste. Lorsque on regarde la composition du gouvernement en réalité, on se demande si le fait qu'on ait remplacé un tel par un autre pose le problème du fond. C'est-à-dire, est-ce que la cohésion gouvernementale est possible dans un régime qui se délite? Parce que Hervé n'aime pas qu'on parle de la fin du régime. Mais le contexte joue beaucoup sur la capacité des hommes à diriger un pays. Un pays qui a un avenir serein. Forcément, le contexte favorise une certaine gestion uniforme, homogène de la situation. À partir du moment où l'ensemble des cadres et des clans au pouvoir, au RDPC, sont déjà dans l'après-BIA, pour la plupart, ils considèrent qu'on est dans une période de transition. Forcément, l'intérêt général compte de moins en moins. Il s'agit de se mettre en ordre de bataille pour la gestion de la transition. Et on y est. Forcément, qu'on mette X à la place de Y ou Y à la place de X, le problème de fond, c'est qu'on est dans un contexte de transition et d'alternance. Forcément, le poids des individus est automatiquement minimalisé dans un tel contexte. Hervé Emmanuel Comme. Je dois parler de quoi? Vous voulez réagir? Non, moi je suis désolé. À ce qui vient d'être dit. Je suis là dans une situation où on met tout et n'importe quoi. Je ne sais plus ce que suivre dans ce débat. Je suis désolé avec tout le respect que je vous dois. Et les hommes? Parce que ça ne m'intéresse pas. Là, de ce point de vue, je suis à la même longueur d'onde. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'incidence de l'action gouvernementale sur les résultats du choix de société qu'on a fait. Et j'entends des choses sur l'endettement qui sont totalement inexactes. Et on mélange tout. Je crois qu'un bon débat, je m'excuse, monsieur le député Tongo, eût été de le mettre. Si vous voulez qu'on parle gouvernement et croissance, on aurait parlé de ça. J'entends des choses. L'occasion d'un remaniement j'entends des choses. Donne l'opportunité de parler de tout. Excusez-moi, j'entends des choses où on dit que. Il s'agit de la gestion de la cité. J'entends des choses où on dit Et dans la cité, tous les problèmes se posent. Il y a un Camerounais qui a posé la question sur le prix du carburant. Par exemple. Allez-y, Hervé. Je ne veux pas vous risque de vous annoncer aussi que je peux passer le même temps que j'ai passé à revenir ici. Si vraiment moi, je voulais sortir de chez moi parce que j'habite la banlieue pour servir à quelque chose, mais pas pour ce genre de truc. Écoutez, je ne comprends pas le raisonnement qui consiste à interpréter une question stupide. Excusez-moi.
Bon, je m'excuse pour ce compatriote, il ne connaît pas comment se fait la structure des prix de carburant. Donc, il peut penser que lorsque le baril descendra à 10 francs, lui va payer 11 francs à la pompe. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, j'ai entendu beaucoup de choses et je voudrais dire aussi ma part de ce que je crois connaître quand même la finance. C'est-à-dire que le niveau d'endettement d'un pays, la grande question aujourd'hui, c'est le lien entre les choix financiers d'un État et sa capacité au remboursement, et comme disait Anissa tout à l'heure, par la confiance et la bonne gouvernance. Quand j'étais étudiant, une des leçons qu'on nous enseignait et qu'on ne peut plus enseigner, je l'espère même à Yaoundé, c'est que par définition, un État ne fait pas faillite. Or, on a vu avec la situation de la Grèce, du Portugal... Elle ne fait pas faillite en interne. Non, elle ne fait pas faillite par définition. C'est-à-dire que l'État ne peut pas s'écrouler, que les créanciers... Mais on a quand même un exemple historique où les emprunts russes n'ont pas été remboursés jusqu'aujourd'hui. Donc, je pense que dans un secteur comme l'endettement, il faut faire très attention parce que s'endetter, c'est renvoyer aux générations futures le remboursement de ce que nous, on utilise aujourd'hui. Or, la dette en elle-même n'est pas une mauvaise chose si elle est vertueuse. Voilà. Si vous vous endettez pour construire un chemin de fer ou construire un port en eau profonde ou construire un barrage qui va produire de l'électricité, c'est une dette vertueuse. Et je pense d'ailleurs que dans le passé, le Cameroun, malgré les capacités qu'il avait, n'avait pas opéré les choix pour faire un endettement vertueux. Des pays comparables aux nôtres avaient fait les choix contraires et qui leur ont permis de se développer d'une façon plus rapide dans des secteurs comme l'industrie. Mais il n'y a pas de crainte à avoir aujourd'hui. Ce qu'il y a comme débat aujourd'hui, et ce n'est pas une question d'être au RDPC ou pas, est-ce que l'endettement d'aujourd'hui, si c'est pour payer les fonctionnaires, c'est non. L'endettement d'aujourd'hui, si c'est pour entretenir le train de vie de l'administration, c'est non, parce que l'administration, par définition, ne peut pas être productive. Mais maintenant, j'ai entendu quelque chose, je permets quand même que le vice-président de la Commission des finances a dit des choses totalement inexactes. La structure du budget d'un État ne se limite pas aux frais, n'est-ce pas, au train de vie de l'État. Dans la structure du budget de l'État que lui a autorité pour voter, avant ça, d'abord, il y a une loi de règlement. Et la loi de règlement nous permet de montrer les équilibres de ce qui a été réalisé ou pas et de ce qui reste. Je vois aussi dire une chose... Tu es dans le débat, là. Oui, je suis dans le débat. Je n'ai jamais dit ça. Il parlait tout à l'heure que l'argent serait artificiel, donc on ne peut pas reverser ça pour... les prochains exercices. J'ai jamais dit ça. C'est pas exact. J'ai jamais dit bon, ça. Alors, je dis si tout simplement. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répéter ce que j'ai dit pour que tu ne te perds pas une deuxième fois. Non, c'est totalement inexact. J'ai dit que les budgets, normalement, sont en déséquilibre. C'est-à-dire que quand il y a un surplus budgétaire, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que nous parlons du budget et nous ne parlons pas d'une comptabilité ou, si tu préfères, pour ta compréhension, d'une trésorerie. Est-ce que je peux maintenant parler? Okay? Ça veut dire que vous avez prévu peut-être de dépenser 100 millions de francs, vous n'avez que dépensé 80 millions de francs. Ok, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 millions de francs de disponibles pour reverser à l'année prochaine. Non, ce que je voulais expliquer, c'est qu'un budget, c'est quoi? C'est recettes et dépenses. Tout à fait. Bon, un budget, c'est comme un bilan d'une entreprise. C'est pas la même chose. Il n'y a pas la magie. C'est pas la même chose. Permets, s'il te plaît. C'est pas la même chose qu'un bilan. S'il te plaît que je parle. On l'appelle budget parce que c'est une loi de finances, c'est une loi comme les autres, votée par les parlementaires. Les entreprises mais ça a deux côtés. C'est-à-dire, il y a les recettes qu'on vote et les dépenses. Tout à fait. Vous pouvez donc voter les recettes dans certaines lois en sachant que vous n'avez pas voté les dépenses, en sachant que vous n'aurez pas les recettes au niveau. C'est là qu'on dit que le budget est déficitaire, mais c'est une technique qui vous permet de réguler des... Mais ça, c'est compliqué pour les téléspectateurs. Ce que on dit la même chose. C'est que par donc. Définition, lorsque une bonne assemblée, un bon gouvernement présente un budget et que la part qui va à l'investissement est faite pour un investissement vertueux, c'est une création de richesse. Parce que lorsque vous faites... on enseigne dans les facs d'économie... Je suis d'accord avec toi, mais tu ne dis pas la même... Non. La loi de l'économie qui a été inventée par un socialiste, un ami de Joshua, qui s'appelait Keynes, qui s'appelle l'effet multiplicateur de revenus. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez 100 francs, et dans les 100 francs, vous pouvez garder 10 pour faire l'épargne, dans le reste, à chaque personne que vous distribuez du pouvoir d'achat, lui aussi va en distribuer aux autres. Tout à fait. Donc l'argent doit circuler. Le fait que le gouvernement
paye bien ses fonctionnaires, s'il est payé bien, n'est pas en soi une mauvaise chose. Il ne faut pas oublier qu'on a dévalué à près de 100% ici et que les fonctionnaires ont un gap, ils ont perdu un pouvoir d'achat à près de 70%. Mais Donc je crois qu'il est démagogique de dire que le gouvernement camerounais jette de l'argent en payant un fonctionnaire. À propos des 60 ans que notre compatriote ou le téléspectateur a dit tout à l'heure, monsieur, la loi intègre aussi les notions de pénibilité. Vous ne prendrez pas la retraite si vous êtes cheminot de la même manière que celui qui est banquier. C'est la raison pour laquelle il y a une discrimination mais positive. Les professeurs vont à la retraite à 70 ans, je crois, en lycée, ou plus, c'est ça. Alors que les hauts fonctionnaires, on a eu le gouverneur ici qui a 55 ans, ils ont été à la retraite. C'est le statut. Quand vous y entrez, vous savez que c'est ce qu'il y a au bout. Donc ce n'est pas là qu'il y a le débat. Non, mais le débat est de savoir est-ce qu'on envoie trop tôt les gens à la retraite et qu'on n'amortit pas l'investissement qu'on a mis pour eux pour aller à l'ENAM. Ça, c'est un autre débat. Donc je crois qu'il ne faut pas penser que du côté du RDPC et du pouvoir que nous soutenons, il n'y a que des imbéciles et que vous êtes la lumière du monde pour nous apprendre comment on fait. Je pense que là, il y a un gap à ne pas. Maintenant, nous sommes ensemble pour dire que tout ce qui est budgétivore, nous devons le combattre et tout ce qui ne va pas dans le sens. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette en place une assiette fiscale seulement pour assurer le train de vue de l'administration et des fonctionnaires. Voilà ce que je dis. On n'a pas de débat là-dessus, nous voulons aller dans le même sens. Est-ce que ce gouvernement est capable, un gouvernement qui impulse une bonne action administrative et politique, normalement, provoque la création de la valeur ajoutée, c'est-à-dire procéder à la simplification administrative, par exemple. Voilà un débat que vous ne voulez pas. Mais moi, je prends sur moi, étant RDPC, de dire que tant qu'on n'a pas simplifié les formalités de création de l'emploi ici pour les rendre vraiment à la portée de tout le monde, on ne créera pas de valeur ajoutée. Je suis pratiquement d'accord, sauf que tu es un peu hors sujet, mais je suis d'accord avec toi. Merci, monsieur le modérateur. Parce que c'est pas ce que j'avais dit. C'est pas. J'ai pas dit tout à fait ce que tu as dit, mais je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. J'aimerais juste arriver sur des conclusions un peu plus honnêtes que les tiennes. C'est-à-dire que quand tu parles de l'endettement virtueux, je suis désolé, quand vous vous endettez sans transfert de technologie, quand vous vous endettez en devise et quand vous vous endettez sur des projets qui n'ont pas capacité d'augmenter la production locale, c'est-à-dire d'augmenter la valeur ajoutée interne. Parce que nous avons une monnaie que nous ne contrôlons pas. Non, alors à propos de la monnaie, je ne suis pas d'accord avec toi. À ce moment-là, non, mais attends, laisse-moi finir ce que je dis. En ce moment-là, moi je suis d'accord que je dis le franc CFA est une mauvaise monnaie, mais je suis d'accord de l'avoir tant que M. Biya est président, pour une simple raison, c'est que nous avons une monnaie imprimée à Paris et on la vole déjà. Et ses amis la volent, je pense que lui-même aussi en fait partie. Oh non, donc si... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et alors, ce n'est pas un constat. C'est un constat. À la fonction, tu aimerais qu'on t'insulte. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train d'insulter. Je fais un constat. C'est pas une opinion, ce que tu as dit. Je fais un constat que la monnaie est imprimée à Paris, nous avons des problèmes, il y a des détournements, etc. Si la monnaie était imprimée à Etoudi, je peux te dire que le Zimbabwe serait un exemple pour nous. Il y a longtemps qu'on n'imprime plus le CFA à Paris, mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Donc je reviens sur ce que je disais. Ton endettement virtuel, tu as absolument raison. Sauf que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Parce que nous avons choisi de nous endetter sur des projets certes structurants, mais qui ne sont pas virtueux. Pourquoi? Parce qu'ils ne créent pas nécessairement cette valeur ajoutée qu'on attend. Donne un exemple. Donne un exemple d'un l'exemple projet que tu as. L'exemple, je prends l'exemple par exemple de l'électrification. Oui. L'électrification, qu'est-ce que ça crée? Ça fait... Qu'est-ce que l'électrification... Non, ne dis pas ce que ça va créer, dis ce que ça crée. Je peux même dire ce que ça crée. Vas-y. La construction de Lompankar a entraîné, n'est-ce pas, le recrutement, c'est-à-dire en termes de masse salariale, la création des emplois pour réaliser l'ouvrage déjà, qui n'était pas négligeable. Maintenant, je veux vous dire... Le temps de la réalisation.
Le temps de la réalisation, et c'est des emplois chinois. Le directeur Sambou de EDC a déjà mis 500 personnes. Monsieur le député, respectons nos métiers. Je suis un vuvuzela financier, mais je sais de quoi je parle. Et moi, je suis l'info. Voilà. L'info, Monsieur Sambou a lui-même dit que les 500 Camerounais qui étaient retenus pour Lompanga vont d'abord aller en congé technique. Pour parler... Allez-y. Voilà, vas-y. Joshua. Lompanga, non seulement ça crée l'emploi et ça a donné du dynamisme à une région en créant aussi des infrastructures de désenclavement de cette région. Lompanga va augmenter l'offre en énergie électrique au Cameroun qui va attirer les investissements dans d'autres domaines. C'est ce qu'on appelle des incidences indirectes. Et Lompanga est justement le genre d'investissement, d'endettement qu'il faut avoir parce que ça va rapporter pendant des décennies. Les gens ne le savent pas. Nous sommes le 2e pays en réserve énergétique après la RDC en Afrique, c'est-à-dire les cours d'eau. On peut avoir dans des barrages hydroélectriques à toutes les échelles. Mais nous avons un déficit énergétique. Pourquoi? Parce que Son Loulou et DEA avaient été conçus exclusivement tu as donc répondu, mais laisse-moi donc te répondre. Non, mais je termine, s'il te plaît. Oui. Son Loulou et DEA avaient été créés pour fournir exclusivement l'énergie électrique à Péchiné, à l'UQAM. Aujourd'hui, l'offre... Mais tu dis exactement ce que je dis, mais vas-y. Tu as tout le temps à l'Assemblée pour changer les choses, si tu ne le fais pas, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, la demande sociale en énergie est devenue aussi importante que la demande industrielle. Il nous fallait donc créer les conditions pour augmenter la mise en disponibilité de l'énergie électrique. Voilà le genre d'emprunt, si on le faisait, qui est vertueux. Donc, je comprends pas. Ne peut pas être efficace. Pourquoi? Parce que pendant qu'on va offrir cette possibilité, en même temps, on va avoir des problèmes pour le transport de cette énergie. Non, pas du tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème ne se situe plus seulement à cette offre. Oui. Mais tous les équipements sont vétustes. C'est global. Tout est vétuste. Dans l'investissement, on a prévu aussi le transport. J'aimerais juste répondre à cela. Parce qu'il faut que les téléspectateurs le comprennent. Tu as eu la parole tout à l'heure. Laisse-moi souffre aussi de mes et vous prenez. J'ai eu la chance ce matin de recevoir le bilan des NEO. Je voudrais remercier d'ailleurs Alexio et Albert Yondieu qui ont mis. Voilà l'exemple qu'une entreprise doit avoir maintenant, c'est-à-dire publier son bilan. Et quand j'ai parcouru ce bilan aujourd'hui, je me suis rendu compte que la communication est une chose nécessaire pour comprendre le besoin d'investissement qu'il y a pour réaliser certains objectifs. Donc, nous, ici, on ne parle que pas des trains qui n'arrivent pas ou des coupures d'électricité. On réduit tout cela à cela, alors que les enjeux sont ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir exploité notre fer en Balam si nous n'avons pas d'électricité. Nous ne pouvons pas créer des investissements si nous n'avons pas... Monsieur le vice-président de la commission de finances le sait. Et je vais donc te dire ce que je sais. Il ne faut pas tromper les Camerounais. Oui. Okay? L'électricité, l'énergie électrique n'est pas le plus gros problème des investisseurs au Cameroun. Ah bon? Je vais te dire où le problème des investisseurs se trouve. Le problème des investisseurs se trouve dans la sécurité juridique qu'ils trouvent dans ce pays. Là, tu commences à faire aujourd'hui, ce n'est pas de la démagogie. Il n'y a personne... Pourquoi tu as créé l'entreprise? Quand vous regardez, mais pourquoi tu t'inflammes? Non, mais je m'enflamme parce que pourquoi tu ressors ton vuvuzela? Écoute-moi. Écoute-moi, je ne t'insulte pas. Écoute-moi. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez le Doing Business, le Competitivity Report, vous regardez le rapport du CBF qu'il faut quand même respecter parce qu'il est présidé par le Premier ministre issu de ton parti politique. Les 7 plus gros problèmes des investisseurs ne résident pas dans l'énergie électrique. Entre autres, ça ne sert à rien d'avoir toute l'énergie du monde quand vous arnaquez tous ceux qui veulent investir au Cameroun. Ça ne sert à rien d'avoir toute l'énergie du monde quand je peux acheter un terrain, quand 4 personnes peuvent acheter le même terrain avec un titre foncier. Ça ne sert à rien. C'est du dénigrement que tu fais. Ça ne sert à rien. Écoute, quand toi tu fais ce dénigrement-là, je t'écoute. Donc souffre de m'écouter. Mais écoute, ça ne sert absolument à rien. Nous devons réduire le coût de l'énergie. Qu'il arrive autour d'une production autour de 10 à 12 francs. De 10 à 12 francs, laisse-moi te dire.
nous devons réduire le coût de l'énergie autour de 10 à 12 francs le kilowattheure au Cameroun. Donc, nous avons un déficit énergétique aujourd'hui de 2000 mégawatts, plus ou moins. Ok, je suis d'accord, on est à 1000, il faut arriver à 3000. Je suis d'accord, et je dirais même au rythme de notre administration, nous devrions dire 10 000 parce que ce qu'une administration normale fait en 5 ans, nous on met 25 ans à faire. Mais là n'est pas le débat. Le débat est sur où est-ce que la dette du Cameroun va. Oui, et j'aimerais le dire en français facile. Quand vous augmentez la production énergétique du pays, vous n'arrivez pas à donner un environnement pour l'investissement sain, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à nettoyer l'environnement politique, c'est-à-dire pour que les gens puissent venir investir sans se faire escroquer à gauche et à droite. Ces investisseurs n'arrivent pas. J'en veux pour preuve ton champion, le président national. Depuis que je regarde la télévision, depuis que je regarde la télévision, que ce soit la STV ou une autre chaîne de télévision, j'ai jamais vu qu'il recevait en tête-à-tête un homme d'affaires camerounais. Il ne reçoit que des petits bandits étrangers parce qu'ils ont la couleur blanche. Laisse-moi finir ce que je dis. Et ce n'est pas comme cela qu'on va moderniser ce pays. Ce pays a besoin de ses fils. Ce pays a besoin d'un environnement des affaires sain. Et c'est par là que ça va passer. Tu nous endettes aujourd'hui. Tes amis nous endettent aujourd'hui pour créer plus de l'électricité. Entre-temps, où est-ce qu'on consomme cette électricité? C'est uniquement sur des importations des équipements électriques. Donc nous avons un double déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que nous prêtons de l'argent en devises et nous dépensons nos devises pour importer des biens, pour consommer ce que nous produisons. Je peux pas. Ok, laisse-moi juste chuter. J'aimerais juste dire que le débat sur la production énergétique est une bonne chose si le gouvernement camerounais peut arriver à apporter le kilowattheure autour de 10 francs CFA. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas que de cela. C'est-à-dire que pour que des gens, aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseurs. C'est toi qui fais l'émission. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseurs aux portes du Cameroun qui n'arrivent pas à investir à cause du seul déficit énergétique. Les gens n'investissent pas au Cameroun à cause du climat des affaires. Voilà le véritable problème. Et j'aimerais juste répondre à ce qu'il a dit par rapport aux fonctionnaires parce que c'est très important. Il ne faut pas faire des amalgames et il ne faut pas simplifier le problème pertinent de la fonction publique camerounaise. Nous avons des contractuels de l'administration, nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas au même pied d'égalité, qui ne sont pas traités de la même façon. Il ne s'agit pas seulement... Il ne s'agit pas seulement de la pénibilité. Non, il faut dire quand tu dis des bêtises, il faut quand même excuse-moi. Il ne s'agit pas seulement de la pénibilité des emplois. Pour parler de l'âge de la retraite, il y a tous ces Camerounais qui sont les amis de droit, à qui on octroie des années supplémentaires avant d'aller à la retraite, et le monsieur normal qui est à Moulundu, Kousseri ou à Mundemba, que personne ne connaît à Yaoundé, qui doit aller à la retraite à l'année voulue. On sort pas le mot de la fin avec Kainese Kane. Je veux dire que le caractère factice de ce débat pourrait laisser croire que le problème de notre pays est un problème technique. Le contexte des affaires est d'abord un contexte politique. Mais bien sûr, merci. C'est-à-dire que, je crois que les investisseurs ont le regard fixé sur l'avenir du pays, sur le plan politique. On est dans un contexte où l'équilibre politique n'est pas assuré pour les prochaines années. Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle les investisseurs traînent les pieds à venir au Cameroun. Tout à fait. Sambaka, le mot de la fin. Oui, je dois dire que nous avons fait un débat, mais le problème fondamental reste. D'un côté, nous avons un gouvernement qui a été mis en place, qui ne va apporter aucune efficacité dans ce pays, et les Camerounais le ressentent de plus en plus.
il ne faut pas se voiler la face. On a besoin c'est un problème structurel qui nous fait venir ici pour dire que c'est un mauvais gouvernement qui ne peut apporter aucune efficacité. Après 33 ans d'essai, je crois quand même que quand on a essayé 33 fois, ça veut dire que ce n'est pas la bonne voie. Il faut donc aller à autre chose. Maintenant, je dois dire en même temps que l'alternance, c'est quelque chose de fondamental, parce que quand on a essayé quelque chose qui ne marche pas, il faut essayer ailleurs. Et il ne faut pas faire croire aux Camerounais qu'ils ont massivement voté pour abandonner leur pays. Ils doivent contrôler, ils doivent sanctionner le moment venu. J'ai choisi le mot de la fin. Ben déjà, j'aimerais dire que je pense que le réaménagement, parce que je cherchais le terme, du gouvernement du 2 octobre ne change en rien les difficultés quotidiennes des Camerounaises et des Camerounais. Et il faudrait qu'on ait le courage, tous ensemble, de se dire qu'on s'est trompé sur le cap et qu'on s'est trompé sur les solutions ou sur la qualité des solutions. Et qu'on ait le courage, avant d'attendre... Non, c'est pas trompé. Vous avez terminé les Non. Quand c'est trompé, je ne dis pas tous ensemble, je pèse mes mots, quand c'est trompé, et qu'on ait le courage, ou encore mieux, pour aller dans le sens d'Anissé, qu'on ait le courage, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils aient le courage de revenir vers les Camerounais et dire, nous n'arrivons plus, nous avons essayé avec 34 solutions, nous sommes à la 35e, ces solutions n'arrivent toujours pas à régler le problème du prix du riz, n'arrive toujours pas à régler le problème du fait que les paysans camerounais n'arrivent pas à vivre de leur récolte, n'arrive toujours pas à régler le problème que les enfants des Camerounaises et des Camerounais n'arrivent pas à aller à l'école parce que c'est trop cher, n'arrive toujours pas à régler le problème du coût de la vie. Et donc, il faut peut-être se remettre au fait que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la solution. Et à défaut d'accepter une ouverture démocratique pour que les Camerounais puissent demain véritablement choisir librement ceux qui doivent apporter les solutions à leur quotidien, que ceux-là qui sont au pouvoir, qui confisquent ce pouvoir sans apporter de solution, parce qu'ils sont au pouvoir pour des solutions qu'ils n'apportent pas, qu'ils aient quand même le courage, avant de devenir le deuxième goulot d'étranglement des Camerounais véritables après Boko Haram, d'avoir le courage de revenir à la case départ et dire, écoutez, j'ai l'honnêteté de dire que j'ai échoué, aidez-nous à trouver des solutions pour qu'on puisse s'en sortir. Evan, comme le mot de la fin. Non, mais nous sommes au début, là. Nous venons de faire une démonstration de la vitalité de notre démocratie. Je pense que l'opposition est dans sa fonction tribunicienne et le ministère de la parole pour critiquer. Mais à un moment donné de la vie d'une nation, il faut savoir comment avoir une critique constructive. Donc, à l'occasion de ce remaniement ministériel, l'objectif est de redonner du tonus à l'action publique, à l'action gouvernementale, pour que nous puissions réaliser les projets de grande réalisation malgré la dispersion de nos moyens que nous impose le terrorisme et l'insécurité à l'Est. Donc je pense que nous n'allons pas nous diviser dans ce cadre et que chacun prépare son programme. Quand le moment sera venu, le calendrier électoral permettra à chacun de faire l'offre politique. Si elle est acceptée, l'alternant réside dans la capacité à convaincre les Camerounais, pas à insulter, à dénigrer, parce que beaucoup de gens se sont investis dans une entreprise permanente de dénigrement et d'insultes. Et pour moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Merci à vous, cher monsieur, d'être resté jusqu'à 7 heures pour le débat. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Et vous qui avez largement contribué à travers peut-être les SMS ou tout en restant à regarder cette émission, merci également. La rediffusion, c'est vendredi à 13h30, la première rediffusion. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain à 22h pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi.